Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandiera Nera et l'émission animée et dépendant du réseau du MAS, du Mouvement d'Action Sociale. Ce soir, Jean-Louis Roumégas avec Olivier François et Maurice Gendre pour cuisiner Pierre de Brague sur quelque chose, sur un phénomène historique qui nous intéresse, parce que c'est un petit peu une préfiguration de nos orientations politiques, de ce à quoi on se rattache idéologiquement, politiquement, et c'est une expérience intéressante. Je veux parler du Cercle Proudhon. Pierre, vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, écoutez, moi je suis membre d'Égalité et Réconciliation, depuis peu auteur affilié Contre-Culture. Et j'ai rédigé ce travail à l'époque quand j'étais en faculté de sciences politiques, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas hyper intéressant, mais voilà, j'avais fait ce sujet un petit peu atypique, que j'avais réussi à faire passer à l'époque, sur le Cercle Proudhon, et à l'époque je connaissais déjà Égalité et Réconciliation, c'était en 2007, l'époque où j'ai rédigé le mémoire, et en 2007, c'est l'année de naissance de ER, et j'ai pas osé parler de ER dans le mémoire, bien que si vous l'avez lu, il y a une petite part un petit peu, Jacques Telier, je parle de Micha, ce genre de choses. Mais comme j'étais à la fac, à l'université, j'ai pas osé passer le palier. À l'époque, ER de 2007, c'était assez Front National aussi. Enfin, c'était difficile pour moi. Et puis le temps a passé. Je suivais aussi l'évolution de ER. J'ai vu ce qui s'est passé avec Contre-Culture et ça collait plus avec la vision que j'avais de ER plutôt que de faire un parti politique. Comme il y a eu vers 2010, il y a eu un peu la scission. Ils se sont posés ces questions-là. Et puis je me suis rapproché de ER, je me suis rapproché de Contre-Culture. J'ai appris qu'ils voulaient rééditer les cahiers du Cercle Proudhon. Je leur ai transmis mon mémoire. Et puis voilà, on en est arrivé finalement à un truc assez cohérent qui a mis le temps qu'il faut, mais je pense que c'est quelque chose finalement qui devait arriver, quoi. D'accord. Alors, ce qui est intéressant pour nous, évidemment, vu qu'on a diffusé une émission il y a 15 jours sur la révolution conservatrice allemande, voilà. Alors, émission tronquée, ça me donne l'occasion de prier les auditeurs et auditrices de nous excuser. Une partie en fait de l'émission n'avait pas été enregistrée, ce qui a expliqué pourquoi certains d'entre vous ont eu l'impression qu'il y avait eu un bug. En fait, il n'y avait pas eu de bug. Une demi-heure de l'émission avait été blanchie entre guillemets, ce qui est pas normal pour Méridien Zéro. Donc ça avait été blanchi par un souci d'alimentation de l'enregistreur, et du coup le fichier existait, mais pas le contenu. Voilà, ce qui explique donc cette émission tronquée qui ne dure qu'une heure et quart. J'ai eu l'occasion de le dire dans les commentaires, mais je le répète ici, on essaiera de réinviter Robert Stokers pour traiter en fait de la demi-heure qui ne figure pas dans l'émission, qui portait essentiellement sur donc les origines de la révolution conservatrice allemande, puisque Robert Stokers remontait très très loin, il remontait au romantisme allemand, à des gens comme Herder par exemple, et du coup c'était très intéressant en termes de références culturelles, aussi bien par rapport à la révolution conservatrice allemande que d'une façon générale d'ailleurs pour notre culture à tous et notre culture européenne, sur notre grand voisin et grand cousin. Voilà. Donc nous referons cette émission, mais du coup c'est vrai que c'est intéressant de vous inviter si peu de temps après, parce que l'ouvrage est sous-titré donc le Cercle Proudhon, ou l'existence d'une révolution conservatrice française. Et donc évidemment ça va être un des points d'entrée de notre émission, d'essayer de voir en fait que vous justifiez cette appellation qui généralement est associée à la révolution conservatrice allemande et pas du tout à la France, et encore moins peut-être au Cercle Proudhon habituellement. Voilà. Alors je vous propose de structurer l'émission, et mes petits camarades, je pense que vous êtes d'accord, sur l'historique, qu'est-ce que c'est que le Cercle Proudhon, bien sûr, parce que parfois on a pu y faire allusion dans des émissions ça et là, mais rien de bien approfondi. Donc un retour historique sur ce cercle, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il a fait, et puis ensuite évidemment d'aborder un gros morceau sur la ligne idéologique, pour autant qu'on puisse définir ou parler de ligne, et puis enfin évidemment vous avez commencé à évoquer, voilà, parler évidemment de la postérité, en quoi est-ce que ce type d'expérience encore aujourd'hui est intéressant à étudier, à lire, etc., parce que c'est souvent un reproche qui nous est fait pas spécifiquement à Méridien Zéro, mais qui peut être celui de jeunes auditeurs, de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, auditeurs, auditrices, de dire ouais mais bon, ces trucs-là c'est gentil, mais c'est quand même il y a plus d'un siècle, c'est le début du XXe siècle, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, qu'est-ce qui s'y rattache? Globalement, vous montrez que si, il y a une postérité, il y a un certain nombre de choses qui peuvent y être rattachées. Bien. Attaquons par la partie historique. Alors, qu'est-ce que c'est que le Cercle Proudhon?
Bah écoutez, je vais faire la définition la plus simple possible. Le cercle Proudhon, pour les néophytes, c'est la réunion de 1911 à 1914 de certains militants du syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire des gens qui se revendiquaient de Georges Sorel, et de certains militants de l'Action française, des gens qui se revendiquaient de la doctrine de Maurras, et le tout sous la figure de Proudhon. Donc, c'est-à-dire que le cercle Proudhon, c'est un groupe de réflexion où c'est une exégèse un petit peu du personnage Pierre-Joseph Proudhon, fait par des gens qu'on classifierait un petit peu à droite et, selon certains critères, et à gauche, enfin à l'extrême droite pour les Maurrassiens et à l'extrême gauche pour les Soréliens. Et le tout quand même dans une commune aversion de la démocratie, du système démocratique, et je précise bien pour les auditeurs, de la démocratie libérale bourgeoise issue de la Révolution de 1789, qui est un peu une sorte de matrice en fait. Voilà, ça c'est pour poser les bases. D'accord. Et on retrouve non seulement un ennemi commun effectivement dans la démocratie, dans le système démocratique qu'eux ils appellent parlementariste, bourgeois, voilà, de compromission, plutocrate, hein, il y a des différents termes qui reviennent, et aussi donc un ennemi commun entre guillemets, mais aussi des points communs. Le cercle Proudhon, à l'instar peut-être de R aujourd'hui, on essaye de creuser les points communs, les valeurs communes, et de se réconcilier entre guillemets. Il y a une hiérarchie, une sorte de priorité en fait dans les questions. C'est pour ça que le cercle Proudhon, c'est un peu une sorte d'union sacrée. D'accord, avant la lettre. Alors pourquoi Proudhon ? On peut quand même revenir sur la figure de ce socialiste français qui a été beaucoup calomnié, à un moment oublié, et qui pourtant a une belle postérité avec les mutuelles par exemple. Est-ce qu'on peut revenir sur le personnage ? Alors Proudhon, c'est très compliqué, c'est comme Georges Valois, c'est comme Georges Sorel, c'est comme plein de, finalement, les gens peut-être les plus intéressants dans l'histoire des idées. On a beaucoup de mal à les classer, et souvent on les met dans des cases qui ne correspondent peut-être qu'à une certaine période ou à une certaine interprétation de leur œuvre, qui est assez particulière, et c'est ce qu'on appelle, finalement, c'est de la manipulation un petit peu politico-historique des idées, peut-être même universitaire. Et Proudhon... Parce que moi je connaissais Proudhon un tout petit peu, parce qu'il faut le dire, à l'université, on n'aborde pas les gens comme Proudhon, on n'aborde pas les gens comme Sorel, on n'aborde pas les gens comme Maurras, finalement on aborde même très peu les gens comme Marx ou des choses comme ça. J'étais en sciences politiques, hein, et pourtant beaucoup de Montesquieu, de ce genre de choses. Mais dans l'histoire française des idées, moi je trouve que ce sont des personnages très très intéressants. On ne les connaît pas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai voulu faire mon mémoire, j'ai cherché un tuteur, soi-disant, parce que c'est obligatoire, et personne ne connaissait le cercle Proudhon. C'est-à-dire que je me suis retourné vers des mecs qui étaient soi-disant des spécialistes, et je leur disais, bon, moi je veux faire quelque chose sur le cercle Proudhon, je sais pas ce que c'est, oui, peut-être, c'est intéressant, faites-le, mais je peux pas vous aider sur ces questions-là. Donc j'ai tout fait tout seul en fait, hein, voilà, de A à Z, j'ai juste eu l'approbation d'un professeur, et après je me suis débrouillé. Et donc Proudhon, c'est intéressant parce que dans l'histoire des idées, on en fait effectivement le père de l'anarchie. C'est l'image d'Épinal un petit peu sur Proudhon. Et avec le cercle Proudhon, on va découvrir Pierre-Joseph Proudhon sous un angle vraiment, vraiment méconnu. Moi, je ne sais pas si on peut citer d'autres personnes qui l'ont présenté sous ce jour-là. Et on dépasse vraiment le niveau anarchiste de Proudhon. Et pourquoi le cercle Proudhon prennent en figure tutélaire Pierre-Joseph Proudhon ? C'est parce que pour eux, pour entrer un petit peu dans les détails, il représente le parfait français en fait. Il incarne la France dans toutes ses contradictions. Donc c'est non seulement un socialiste, un révolutionnaire, mais c'est en même temps, il le montre sous un jour très traditionnaliste, assez marqué par une certaine spiritualité, alors que Proudhon a eu des écrits très très durs envers la religion, vers la chrétienté, et l'Église notamment. Et finalement, il nous montre un petit peu cette part un petit peu de droite de Proudhon. Une part un peu patriotique aussi, c'est très intéressant de découvrir Proudhon, surtout qu'il nous montre bien que c'est pas en contradiction avec finalement la première couche qu'on a de Proudhon. Donc voilà, pour ça c'est le parfait français pour eux, ça incarne, parce que le cercle Proudhon c'est la réunion, c'est l'équilibre, parce que c'est un mot-clé pour les auditeurs, c'est un mot-clé à comprendre. Le cercle Proudhon c'est la tentative d'équilibre
entre une certaine forme de la révolution, et une certaine forme de tradition, le tout avec des majuscules. Et Proudhon, pour le cercle Proudhon, il incarne ça en lui-même en fait, dans son œuvre, dans son combat, dans tout son parcours. Voilà. C'est pour ça. Olivier ? Oui, on peut noter d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Pierre Debrac, qu'il y a cette tension chez Proudhon, vous l'avez un peu dit, entre la Révolution, et j'aimerais citer Charles Péguy, qui disait que la Révolution était une opération de conservation. Et d'ailleurs, dans le socialisme français, on l'a évoqué dans une émission qui sera, je crois, prochainement diffusée, avec Pierre Le Vigan, qu'il y a, dans le socialisme français, il faut le concevoir comme une réaction aux conséquences économiques de la Révolution libérale et bourgeoise de 89. Vous avez parlé des mutuelles, vous avez parlé aussi de pourquoi ces royalistes et ces syndicalistes révolutionnaires vont s'unir. C'est évidemment contre la démocratie parlementaire qu'ils considèrent comme une illusion. Ils mettent en garde d'ailleurs les ouvriers dans certains textes sur les illusions de la représentation parlementaire, et en même temps ils essayent de garder, de préserver, ça on le verra aussi chez Sorel, un certain nombre de valeurs populaires et aristocratiques, et de vertus d'ancien régime en quelque sorte. Ouais. Oui, ça revient régulièrement, les valeurs antiques, les vertus héroïques, en fait font partie du logiciel doctrinal, du corpus doctrinal du cercle Proudhon. Tu citais Péguy il y a quelques instants, il y a aussi une phrase de Péguy, seule la tradition est révolutionnaire. Voilà, clairement le cercle Proudhon s'inscrit dans ce cadre-là. Tout à l'heure tu disais, tu ne voulais pas rentrer dans les détails sur ton mémoire, mais est-ce que tu peux nous dire un mot quand même de la réception de ce mémoire au moment de la présentation de ton mémoire devant le jury? Parce que ça, c'est éclairant aussi. Oui, j'en parle un tout petit peu dans la postface, ou la postface que j'ai écrit récemment, parce que donc le mémoire date de 2007-2008. La postface, je l'ai écrit l'année dernière, et j'ai essayé d'actualiser, d'aller plus loin, de parler des questions actuelles, parler de ER et d'autres choses, et de donner aussi un autre style, parce que là, le mémoire est très sérieux, mais ça reste quand même un style universitaire, un petit peu. Il y a une forme, quoi. Il y a une certaine forme. Donc pour la petite histoire, effectivement, je ne veux pas en parler parce que c'est pas le plus intéressant, quoique, effectivement, ça peut éclairer. C'est éclairant. C'est assez éclairant. Et bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai structuré, j'ai fait le mémoire de A à Z tout seul. Enfin, c'est-à-dire que j'avais pas de tuteur, je me suis pas référencé. Là, j'ai fait mon plan A, B, C. J'ai tout fait tout seul. Et je me suis présenté à l'oral, ne sachant vraiment pas ce qui m'attendait. Je savais que le professeur qui m'avait juste donné le feu vert, entre guillemets, je savais qu'il était qu'il allait être réceptif à ces questions-là, parce que j'avais vu son nom dans la revue Éléments. Voilà. Mais il était pas... Il connaissait un petit peu, c'était pas son sujet prioritaire, mais c'était un spécialiste de Carl Schmitt. Je me suis dit, lui, je vais m'adresser à lui, il va me donner le feu vert, après il m'a laissé travailler tranquille. Et à l'oral, j'ai été assez surpris, parce qu'il n'était pas tout seul, en fait. Je m'attendais à tomber sur une seule personne. Il était accompagné d'un monsieur, j'ai jamais su qui c'était, en fait, d'un professeur d'une université à Paris, un spécialiste des idées politiques, et finalement, ça c'est vraiment pas très intéressant, mais qui a monopolisé la parole pendant tout le long. Et mon travail a été salué comme quelque chose de très 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 original. C'est-à-dire que de l'aveu du professeur, il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça en 10 ans, mais pas sur le fait que mon mémoire soit la chose la plus brillante du monde, mais sur le fait que c'était une prise de risque et c'était un sujet vraiment original que personne ne traitait dans ces filières-là. Donc voilà. Et finalement, à l'oral, ils m'ont plutôt titillé. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de savoir qui j'étais, qui je représentais, de quel courant j'étais de quel courant j'étais proche, pourquoi je parlais de ça. Donc on m'a posé clairement les questions: êtes-vous royaliste? On m'a demandé d'évoquer la phrase une des phrases de Maurras sur la race, sur le sang français. Voilà, on m'a demandé de parler de tout ça. Alors j'étais un peu jeune en plus, donc j'ai évité les pièges à l'université, parce que je voulais quand même finir mon cursus, je savais pas trop ce qui allait se passer. Et ça n'a pas été du tout un procès, mais c'est vrai que c'était assez flou, c'était assez ambigu. Et au final, j'ai pas eu une note exceptionnelle, alors que je pense que c'est quand même un travail qui méritait
Humblement, je pense que ça... Non, mais c'est vrai, je pense que ça méritait plus que ça, quoi. Après, c'est des petites histoires. Hein, alors, une question à Pierre de Brague sur les prodromes du Cercle Proudhon. C'est la réunion de syndicalistes révolutionnaires et de royalistes d'Action française, mais est-ce qu'ils se sont rencontrés? Comment se fait la rencontre? Est-ce que c'est à la faveur d'une grande grève? Je crois que Bernanos en parle. C'est peut-être qu'il y a des fraternisations en prison. Comment ça se passe exactement? Je vais répondre d'ailleurs, quand tu cites Bernanos, tout à l'heure tu as cité Péguy, et ce sont des gens qui... Alors j'ai pas les sources exactes, mais je crois qui ont été lecteurs du Cercle Proudhon. Péguy, je crois. Enfin, en tout cas, il y a des écrits de Berthe qui dit oui, j'ai découvert Péguy, c'est très intéressant. Enfin voilà, il y avait déjà. Il y avait des liens entre Péguy et Sorel. Ouais, il y avait déjà. Finalement, on se retrouve un petit peu dans le même monde. Bon, c'est un petit peu décalé, mais c'est intéressant pour tout ça. Et la question sur comment effectivement ils se retrouvent, pour moi, historiquement, ça part de Sorel, ça part des syndicalistes révolutionnaires qui vers 1908 sont assez déçus finalement des syndicats, du prolétariat d'une certaine manière, des ambitions qu'ils avaient pour eux, et ils font un pas, voilà, ils font un pas un petit peu vers les monarchistes et vers Maurras. Et je crois que c'est Sorel en 1908 dans un article dans une revue syndicaliste italienne qui fait un peu le panégyrique de Maurras. C'est le premier pas. Après, le Cercle Proudhon, c'est quand même... Il y avait 8 fondateurs au Cercle Proudhon, mais c'est vraiment incarné dans la réunion entre Édouard Berthe et Georges Valois. Et Georges Valois, c'est le protagoniste majeur, c'est lui qui a le plus poussé, entre guillemets, à la création du Cercle. Et déjà, lui, à l'instar de Proudhon, il incarne un petit peu en lui aussi toutes ces questions-là, quoi. Donc finalement... Valois qui a une trajectoire très compliquée, hein, qui commence anarchiste, syndicaliste, puis maurassien, et puis Cercle Proudhon, et puis il créera le faisceau. J'ai relu des textes là pour préparer un petit peu l'émission, d'ailleurs je fais une petite digression sur son départ de l'Action française, hein, c'est assez violent, hein, c'est très violent, très violent. Et donc pour finir, ça s'incarne déjà dans ces gens-là. Donc le premier pas pour moi vient de Sorel. Il faut savoir aussi que dans la doctrine sociale de l'Action française, hein, il y a quand même cette idée des corporations, tout ça. C'est la question sociale. Au début du siècle, à l'Action française, elle commençait vraiment à prendre de l'essor. Donc voilà, finalement, ça allait. C'est pas que ça devait arriver, mais c'est cohérent finalement que ça se soit passé comme ça. D'ailleurs, c'est l'Action française qui a chapeauté pour le coup, puisque les locaux du Cercle Proudhon étaient fournis par l'Action française. Maurras a présidé la première réunion, même si le Cercle Proudhon n'est pas affilié à l'Action française officiellement. Le plus de militants étaient de l'Action française. Et oui, une autre phase, il y a eu, avant le Cercle Proudhon, il y a eu 2 tentatives. Il y a eu 2 revues qui ont périclité assez rapidement, qui s'appelaient l'Indépendance, donc qui donne déjà un peu le ton, et l'autre qui s'appelait la Cité française. La Cité française, donc avec une majuscule, et donc on voit un peu le côté antique, le côté culture antique déjà. Sauf erreur, je crois que l'Indépendance, c'est le titre d'un journal qu'avait lancé Paul-Marie Couteau. Exactement. Ouais. Alors pour rebondir sur... évidemment une référence à ça. Hein. Pour rebondir sur ce que dit Pierre de Brague, il faut savoir aussi que Maurras, le premier Maurras, vers 1905-1906, il avait une formule qui a été reprise, mais il a enlevé le terme socialiste, mais employé le terme socialiste. Il parlait d'une monarchie héréditaire, traditionnelle, décentralisée, antiparlementaire et socialiste. Ensuite, Maurras étant devenu plus conservateur, et voulant s'attirer un public, disons, de la droite, de la classe moyenne conservatrice, et donc plus libéral, a enlevé le terme socialiste. Mais il y a à plusieurs reprises, il emploie ce terme-là, sans honte, qui pourrait nous étonner pour un mouvement, un penseur royaliste. Il y a un contexte à tout ça. Oui, bien sûr. Parce que donc là, avant la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, on n'est plus du tout dans le même contexte. Effectivement, on pense que maintenant, la critique qu'on fait de l'Action française, c'est qu'ils ont peut-être un peu raté le coche à ce moment-là, quoi. Ce que tu expliques, Pierre, dans ton ouvrage, c'est que Valois, en fait, est plus socialiste, on va dire, que ne l'est Maurras. Il est plus intéressé par la question du prolétariat, des travailleurs, comme Berthe d'ailleurs est plus intéressé par la question de la patrie et de la nation que ne l'est Georges Sorel. En fait, les 2 fils spirituels en fait ont été plus loin que leur mentor sur ces 2 questions. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant. Je mettrais un bémol sur Valois, le fils spirituel de Maurras. Je pense que les 2 ne seraient pas heureux. Ouais, les 2 ne seraient pas d'accord. Mais effectivement, ce sont les disciples et les continuateurs finalement de ces gens-là, et ils ont
ils ont pris à bras-le-corps ces questions, et moi j'ai trouvé ça très, très intéressant. Le contexte en lui-même, c'est vrai qu'il explique en partie finalement le cercle Proudhon, parce que quand on regarde le mouvement socialiste organisé ou le mouvement syndical, on est à ce moment-là dans une phase d'intégration du prolétariat dans la nation, puisque le Parti socialiste s'est unifié, sous la houlette entre autres de Jean Jaurès. Et donc, en fait, on sort de toutes ces chapelles socialistes qui ont pu exister à la fin du XIXe siècle, les guesdistes, etc., qui faisaient du coup un camp socialiste totalement morcelé. Là, on a un camp socialiste qui est unifié et qui du coup participe en effet au jeu parlementaire et qui va y gagner, bien sûr. Et puis du côté syndical, on a la fondation de la CGT, donc qui s'affirme comme indépendante des partis politiques, mais qui en même temps, au moment où le cercle Proudhon se crée, est elle aussi dans une phase d'intégration petit à petit à la société. C'est-à-dire que c'est vrai que s'éloigne, au moment où le cercle Proudhon finalement se crée, s'éloigne la perspective d'un déclenchement violent ou d'une explosion sociale telle qu'on pouvait le craindre à la fin du XIXe siècle. Ouais, alors il y a des différentes perspectives en fait dans le mémoire. J'ai été obligé de refaire un petit peu l'histoire de ce que j'ai appelé l'histoire de l'idéologie socialiste, et j'ai refait un petit peu l'histoire du mouvement syndical. Bon, dans les grosses lignes, mais j'ai été obligé de le faire, et c'est intéressant de s'y pencher. Et c'est vrai que entre le syndicalisme qui donnera le Parti socialiste et le syndicaliste qu'on appelle le syndicaliste révolutionnaire, il y a vraiment la coupure nette. Alors il y a une grosse part effectivement qui se rallie à la République d'une certaine manière, mais la frange la plus radicale, et c'est intéressant pour les auditeurs qui connaissent pas du tout ces questions-là, enfin pour ceux qui ne le connaissent pas, la frange la plus radicale et la plus authentique, ce que j'ai déjà dit dans une vidéo, authentique parce que radical et radical parce qu'authentique, du syndicalisme, ce sont les syndicalistes révolutionnaires, et eux sont totalement anti-réformistes, totalement anti-compromission, totalement anti-parlementariste, anti-socialiste d'une certaine manière. Et là, il y a quelque chose quand même de bouillonnant à ce moment-là. Anti-social-démocrate plutôt. Oui, anti-social-démocrate. Bon, après, ça se construit aussi au fil des époques. Mais là, il y a quand même un contexte dur, et ils incarnent quand même cette forme de radicalité des syndicats qui, même si elle était un petit peu reniée par certains, un petit peu manipulée par d'autres, je pense qu'il y avait quand même ce climat, il y avait cet esprit quand même à cette époque, je suppute, dans les syndicats, cette espèce de volonté un peu révolutionnaire, quoi, avant la Première Guerre mondiale. Mais il me semble que la première CGT s'inscrit dans le syndicalisme révolutionnaire. Oui, parce que il y a un appel, la prise de pouvoir doit se faire par la grève générale. Oui, la grève générale qui est donc le mythe fondateur voulu par Georges Sorel. Donc c'est quelque chose de repris aussi dans le cercle Proudhon, parce que la grève générale, alors c'est un mythe, je vais être obligé d'expliciter un tout petit peu, c'est un mythe, et Sorel fait bien attention de ne pas confondre la grève générale avec une théorie ou une doctrine ou un idéal. Il parle vraiment d'un mythe. Et pour que les gens comprennent, la grève générale, c'est une image qui serait mobilisatrice pour les syndicats et pour les masses ouvrières. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... Alors c'est très influencé par la philosophie de Bergson, la philosophie de l'action créatrice. C'est-à-dire que Sorel préconise l'usage du mythe de la grève générale dans un petit peu l'inconscient d'une certaine manière des masses ouvrières, pour les pousser à l'action par une sorte de réaction. Alors c'est influencé par Bergson parce que lui il parle d'intuition, voilà, de réaction un petit peu intuitive, et dans la philosophie de Bergson on a cette espèce de triade entre l'instinct, l'intelligence et l'intuition. Voilà, il y a ces trois niveaux, et pour eux le niveau supérieur c'est l'intuition, et Sorel a vraiment intégré ça, et il a appliqué ça du coup à la grève générale en fait. C'est un outil, quoi. D'ailleurs, tu expliques l'influence bergsonienne donc, à travers l'idée de l'intuition est aussi une des raisons de l'anti-intellectualisme du cercle Proudhon, qui, pour la plupart, notamment Berthe, voit les intellectuels comme des parasites. Il voit une forme de parasitisme. Ouais, alors ça c'est très intéressant aussi. Là je conseille vraiment aux gens de lire Les méfaits des intellectuels de Berthe, qui est le parfait complément au cahier du cercle Proudhon, parce que ça a été écrit au sortir de l'expérience du cercle Proudhon, un petit peu avant, un petit peu après. Et il y a effectivement dans le cercle Proudhon cette grosse tendance
comment dire, je vais pas dire de détestation, mais de... Si, c'est ça. Oui, de détestation des intellectuels, mais plus que et particulier des intellectuels socialistes, mais plus que les intellectuels, c'est dans le bouquin de Berthe, c'est l'intellectualisme en fait qui est vraiment mis en accusation. Et l'intellectualisme pour Berthe, et du coup pour les membres du Cercle Proudhon qui intègrent toutes ces problématiques, c'est une vision du monde, et c'est la vision du monde bourgeois en vérité. Et c'est-à-dire que d'ailleurs on rejoint les illusions du progrès de Sorel qui la phrase la plus prégnante, c'est les idées dominantes d'une époque sont les idées de la classe dominante. Voilà. Et donc lui, Sorel a travaillé sur le 19e, donc l'idéologie du progrès, pour lui, il va vraiment faire un gros travail pour démontrer que l'idéologie du progrès du 19e, c'est l'idéologie moteur finalement de la bourgeoisie, de la classe bourgeoise et du système global finalement. Et pour Berthe, il prolonge encore ce travail, et il nous montre effectivement que les intellectuels ne sont que le reflet finalement de cette vision du monde et le reflet d'une idéologique, un outil, un rouage idéologique du système bourgeois dans son ensemble. Et c'est intéressant parce que dans le syndicalisme révolutionnaire, ils opposent à l'intellectualisme, l'intellectualisme pour eux c'est une abstraction en fait, c'est-à-dire que on est dans un monde abstrait, c'est-à-dire que tout n'est que concept, c'est vraiment le plaisir bourgeois de bavarder, ce genre de choses. Et dans le syndicalisme révolutionnaire, ils font vraiment une critique très profonde de ça. Et à cela, ils opposent une alliance entre la théorie et la pratique, au sein même de l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne se projette pas simplement dans des abstractions, c'est l'homme incarne en lui-même la réalité, et la réalité métaphysique d'une certaine manière, en incarnant et la théorie et la pratique. Parce que le monde de l'intellectualisme, c'est le monde théorique. Voilà. Et finalement, c'est un monde qui bloque un petit peu la révolution, au sens où ils l'entendent. Et d'ailleurs, le Cercle Proudhon, Berthe, le syndicalisme révolutionnaire, ils font vraiment une grosse critique des intellectuels, dans le sens où les intellectuels empêchent de bouger. Et spécifiquement les intellectuels marxistes, parce que les intellectuels, ce qu'il appelle les marxistes orthodoxes, parce que le syndicalisme révolutionnaire, c'est quand même d'un certain angle de vue, c'est quand même une certaine critique du marxisme scientifique. Et voilà, ils font la critique des intellectuels de gauche, des intellectuels socialistes, des intellectuels marxistes orthodoxes, qui finalement laissent les masses un peu dans l'abstraction, un petit peu dans l'immobilisme. Voilà. Parce que eux, c'est vraiment une philosophie du mobilisme en fait. Donc c'est pareil, on rejoint un petit peu Bergson. Et la vision de Marx d'attendre les conditions de la révolution, parce que c'est la vision un petit peu scientifique du marxisme, c'est on attend les conditions, il faut que toutes les conditions soient réunies pour la révolution prolétarienne. Et les syndicalistes révolutionnaires font vraiment cette critique, et ils nous montrent que finalement c'est une vision, c'est un piège que nous tendent certains intellectuels. Mais... Pardon, malgré tout, il y a peut-être, pas une récupération, mais ils sont aussi les héritiers de Marx, ces syndicalistes révolutionnaires. Ils lui reprennent notamment, Sorel reprend à Marx le Marx démystificateur, le Marx de la question juive, qui attaque même la déclaration des droits de l'homme en montrant, et là on revient à ce que disait Pierre de Brague, que cet homme de la déclaration, c'est l'homme atomisé, c'est l'électeur, hein, ou l'homo consumériste, en quelque sorte. Donc c'est vrai qu'il y a tu as eu raison de le signaler, qu'il y a une rupture avec la théologie progressiste de Marx, et en même temps ils prennent le meilleur de Marx, c'est-à-dire que le Marx démystificateur. Oui, mais pour les syndicalistes révolutionnaires et pour Sorel en particulier, Marx c'est quand même une grosse influence, il faut le dire. Mais Marx, Proudhon, voilà, ce sont des grosses influences pour eux. Mais Sorel, il a ce mérite qu'il a continué le boulot d'une certaine manière, il a amené à un autre niveau. Et c'est soit une critique, soit une continuation, ça dépend de l'angle de vue. Voilà, il y a l'ouvrage La décomposition du marxisme qui parle de toutes ces questions. Hein. Est-ce que derrière cette condamnation de l'intellectualisme, comme tu disais aussi, il n'y a pas l'influence de Nietzsche qui est réelle chez eux aussi, c'est-à-dire cette condamnation de la raison raisonnante au détriment de l'instinct ou de l'intuition chez Bergson. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement aussi l'influence de Nietzsche qui est passée par là, quoi? Si, il y a une grosse influence de... Bon, les influences majeures au Cercle Proudhon, c'est Marx, Proudhon, c'est évidemment Proudhon, Marx, Bergson et Nietzsche. Pascal vrai. Aussi, tu disais. Pascal, oui, c'est vrai, Pascal. Et donc Sorel et Maurras, puisque Sorel et Maurras ne font pas partie à proprement parler du Cercle Proudhon. Donc ce sont les grosses influences. Donc oui, il y a cette influence de Nietzsche.
Il y a une forme de critique du rationalisme, de ce qu'ils appellent le rationalisme, c'est-à-dire qu'ils distinguent le rationalisme bourgeois d'une certaine manière, qui revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est un rationalisme abstrait d'une certaine manière, qui est pour eux le rationalisme du 18e, et ils opposent effectivement le rationalisme du 17e, qui est le rationalisme de Pascal pour eux. C'est des questions intéressantes. Ouais. Qui serait un rationalisme un peu plus métaphysique et peut-être un peu plus tragique au sens où ils l'entendent à la grecque un petit peu. Ce qui est amusant, c'est de voir du coup associer Proudhon et Marx qui se détestaient royalement. Hein. On sait que le deuxième a tout fait pour éliminer l'influence du premier dans le mouvement socialiste, en particulier dans le mouvement socialiste français, en le calomniant, en le ridiculisant. Donc c'est vrai que du coup, voir ces deux références associées, ces deux hommes qui à ce moment-là sont morts, hein, ont une postérité mais qui ne jouent plus de rôle puisqu'ils ont disparu tous les deux, et voir se retrouver associés, c'est vrai, comme influence, du coup c'est un paradoxe de l'histoire. Ouais, alors je vais quand même préciser pour les gens qui connaissent pas le cercle Proudhon, de toute façon c'est dans le titre, c'est quand même l'influence de Proudhon pour moi est quand même beaucoup plus importante que celle de Marx. La figure de Marx est revendiquée par les syndicalistes révolutionnaires, alors que la figure de Proudhon est revendiquée par tous les membres du cercle Proudhon, même les membres de l'Action française. Et le cercle Proudhon, d'une certaine manière, c'est aussi une exégèse des textes de Proudhon en particulier. Alors il n'y a pas beaucoup de références à Marx à proprement dit, même si c'est vrai que ça fait partie d'un certain corpus. Ouais. Pour finir sur cette question des intellectuels, là aussi c'est paradoxal parce que la figure de l'intellectuel en France, elle émerge avec l'affaire Dreyfus, avec des gens comme Zola par exemple. C'est à un moment l'idée que quelqu'un peut utiliser sa position sociale, et en particulier sa position sociale, sa fonction d'artiste ou d'écrivain pour essayer d'influencer l'opinion publique, pour modeler l'opinion publique, avec un siècle de délai. Je ne doute pas que Sorel, par exemple, et Édouard Baird eux-mêmes ne se voyaient pas comme des intellectuels. C'est vrai que 100 ans plus tard, nous, de par leur action, c'est vrai qu'on peut avoir cette image-là. Ouais, mais qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Oui, effectivement, on peut se dire que... Parce que, si vous voulez, en fait, je vais compléter mon propos, Pierre. C'est quelle était l'implication réelle et concrète de Baird et Sorel dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndicaliste, sinon comme référence un petit peu connue. Hein. C'est clair que Sorel à l'époque avait des écrits qui étaient un petit peu popularisés. Néanmoins, ils avaient malgré tout une position qu'on peut qualifier de marginale. Oui, puis c'était pas des ouvriers au sens... non, c'était vraiment... Mais bon, moi j'ai lu certains textes de Baird, je sais plus dans quel ouvrage, mais il l'assume, il dit « Moi j'ai dédié ma vie à la question, à la théorie, voilà, à être un théoricien du syndicalisme révolutionnaire, et il dit « J'ai dédié ma vie à faire ça, je ne renierai pas ça ». Mais c'est vrai que ce sont pas des... De toute façon, finalement, il n'y en a pas vraiment dans l'histoire des théoriciens, entre guillemets, qui sont à la fois... qui viennent de ce monde-là, qui viennent du monde ouvrier. Donc, D'accord. Et puis Jean-Louis, on pourrait noter que Baird n'était pas un intellectuel en chambre, il a passé sa vie à travailler, à être un revuiste, à écrire même dans des petites revues parfois italiennes, avec peu de lecteurs, etc. C'est quelqu'un qui a aussi mis sa peau sur la table, pour prendre la phrase de Céline, et qui n'était pas un intellectuel, c'est pas un BHL ou un théoricien abstrait, voilà. Oui, c'est quand même bien de le noter. C'était pas de la... Moi j'aime bien, je fais souvent le parallèle entre Marx et Proudhon, ou entre Marx et Sorel. Comme tu dis, c'était des marginaux, mais c'était vraiment des gens, c'était pas la grande bourgeoisie, quoi. Voilà, c'était pas les grands réseaux, on n'est pas du tout dans ce genre de choses. Ça défend sa théorie, ça bricole, quoi. Ouais. C'est combien les effectifs du cercle Proudhon ? Alors, je suppose qu'il y a eu un noyau stable et autour des collaborations. Et ça, tu évalues ça à combien de personnes ? Le cercle Proudhon, donc il y a 8 fondateurs. Après, je peux pas te donner le chiffre précis, c'est quelques dizaines en fait, mais ça a été diffusé. Par contre, les écrits ont été diffusés à 600 exemplaires, je crois. Donc c'est quand même groupusculaire, hein. Ça touche très peu de personnes. D'accord. À travers le temps, qui a été influencé par le cercle Proudhon ? On parlait de Bernanos tout à l'heure, mais toi, d'accord. Mais disons, bon, des gens qui ont... Enfin, moi, j'ai
il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense au cercle Proudhon, comme une expérience qui pourrait y ressembler. C'était l'Idiot International. Ah mais là, Maurice, tu pars sur la postérité. La postérité, j'ai pas du tout prévu de la faire maintenant, donc ça va pas le faire. Alors, disons qu'on peut le faire peut-être brièvement, mais disons qu'à travers un certain nombre de textes qui avaient été publiés dans la revue de Jean Ederne, clairement, ça voulait... Enfin, on était dans cette logique-là. Le fameux texte de Benoît, il faut réconcilier Barrès et Jaurès. Bon, évidemment, les personnages n'étaient pas les mêmes, on est dans la même logique. Le fameux vers un Front National qui avait fait un scandale énorme à l'époque, où on appelait les chevènementistes, les communistes, des proches de je sais pas quoi, etc., à se réunir pour faire un Front National. Je crois que c'était Cruz qui avait écrit le texte à l'époque. Enfin, en fait, toute l'expérience de l'Idiot International d'Ederne rappelle un peu celle du cercle Proudhon, évidemment avec un côté satirique et littéraire. Évidemment, il y avait une dimension littéraire, c'est les écrivains mousquetaires, l'Idiot International, mais on retrouve l'esprit du cercle Proudhon. Il y avait la défense de valeurs héroïques, presque guerrières même chez certains. Mais ça n'a jamais été revendiqué. Ça n'a jamais été revendiqué, mais en fait, dans les faits, c'était clairement ça. D'accord. Je veux dire, à partir de l'opposition à la guerre du Golfe, par exemple, qui est quand même le marqueur de l'Idiot International, très clairement, on retrouve un certain nombre d'éléments qu'on a trouvés dans le cercle Proudhon, même si tu expliques très bien qu'effectivement le cercle Proudhon était tout sauf pacifiste. D'ailleurs, il y a même une haine du pacifisme chez les gens du cercle Proudhon. Pas qu'ils veulent faire la guerre à la paix, entre guillemets, mais en fait, ils ne se scrivent ni dans la guerre ni dans la paix, parce que dans les deux cas, pour eux, ce sont en gros des valeurs bourgeoises et individualistes. Et en fait, on s'est retrouvé avec un certain nombre de personnes en fait, au sein de l'Idiot International qui ont défendu un peu ce genre de choses, malgré eux, finalement. Pour rebondir sur ce que dit notre ami, je pense que la première influence c'est Bernanos en effet. D'ailleurs Bernanos n'était pas directement un contributeur du cercle Proudhon, mais il l'évoque dans Les Grands Cimetières sous la Lune, au début des Grands Cimetières sous la Lune, donc son livre un peu de rupture d'ailleurs avec l'action française au moment de la guerre d'Espagne, et où il dit « Nous n'étions pas des gens de droite, et dans les prisons il fréquentait les syndicalistes révolutionnaires, nous chantions tour à tour la Royale et l'Internationale ». Donc il parle de cette fraternisation qui ne s'est pas d'ailleurs faite simplement au sein de la revue du cercle Proudhon, mais qui s'est faite aussi parfois dans la rue, entre Camelot du Roi et jeunes syndicalistes révolutionnaires qui s'opposaient à la gueuse, à la République bourgeoise. Dans la rue ou dans les prisons. Il y a d'ailleurs ces contacts aussi avec la philosophe Simone Veil. Oui, bien sûr. Alors ça, voilà. On retrouve en effet cet esprit un peu transversal de volonté de dépasser les clivages et parfois de rompre avec son camp naturel en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une émission sur Simone Veil et sur le retour en grâce qu'on peut noter par rapport à cette philosophe. S'interroger dessus. C'est lié à une personne. C'est Finkielkraut. Ouais, oui, parce que là autour, en fait, on va pas développer, on part sur une émission. Il était interdit en fait d'en parler. Ouais. Il était interdit en fait d'en parler comme de Peggy. On pourra remercier au moins Finkielkraut pour ça. C'est qu'on peut désormais parler tranquillement de Peggy et de Simone Veil. D'accord. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, avant d'attaquer le fond idéologique et les orientations du cercle, on va faire une première pause musicale. No more chant your old rhymes about bold Robin Hood. His feats I do little admire. I'll sing the achievements of General Ludd, now the hero of Nottinghamshire. Brave Ludd was to measures of violence unused, till his sufferings became so severe, that at last to defend his own interests he roused, and for the great fight did prepare. The guilty may fear, but no vengeance he aims, at the honest man's life or estate. His wrath is entirely confined to white frames, and to those that all prices abate. Those engines of mischief were sentenced to die by unanimous vote of the trade. And Ludd, who can all opposition defy, was the grand executioner made. And when in the work he destruction employs, himself to no method confines, by fire and by water he gets them destroyed, for the elements aid his designs. Whether guarded by soldiers along the highway, or closely secured in a room, he shivers them up
by night and by day, and nothing can soften their doom. He may censure great Lud's disrespect for the laws, who ne'er for a moment reflects that foul imposition alone was the cause which produced these unhappy effects. Let the haughty, the humble no longer oppress, then shall Lud sheathe his conquering sword. His grievances instantly meet with redress, then peace shall be quickly restored. Let the wise and the great lend their aid and advice, nor ere their assistance withdraw, till full-fashioned work at the old-fashioned price is established by custom and law. Then the trade, when this arduous contest is o'er, shall raise in full splendour its head, and colting and cutting and squaring no more shall deprive honest workers of bread. Bien, après cette première pause, nous nous retrouvons tous ensemble avec Olivier, François, Maurice Gendre et Pierre de Brague, notre invité, pour évoquer le cercle Proudhon. Maurice, tu voulais poser une question à Pierre. Oui, je voulais savoir comment Pierre expliquait le fait qu'on retient, des peu de choses qu'on retient d'ailleurs de Proudhon aujourd'hui. C'est le Proudhon de la propriété c'est le vol, le Proudhon anarchiste, et pourquoi on ne retient pas par exemple le Proudhon du principe fédératif. Moi, la toute petite réponse que je peux faire là-dessus, c'est un petit peu, j'aime bien, c'est un petit peu dialectique. C'est, je me sers de la brouille entre Proudhon et Marx, et je dis que finalement, dans l'histoire, on retient Marx, et c'est peut-être que finalement le plus subversif des deux, c'était Proudhon. Donc j'aime bien me servir de ce petit renversement. Et Proudhon, effectivement, on retient que son anarchisme, peut-être parce que le reste était trop subversif, oui, c'est possible, oui. Et son fédéralisme a effectivement été récupéré d'une certaine manière par toutes sortes de gens, donc tu les as évoqués pendant la pause. Ils en parlent d'ailleurs, le cercle Proudhon, hein, ils disent que voilà, les républicains essayent de récupérer Proudhon. Mais finalement, dans l'histoire, oui, on retient que ça. C'est bien dommage. Et le cercle Proudhon nous permet de découvrir une autre facette, découvrir autre chose. Le principe fédératif, je pense qu'en France, il est tombé un petit peu à plat par rapport à la tradition centralisatrice. Et de fait, alors Proudhon a connu quand même son heure de gloire au milieu du siècle, au mi-temps du 19e siècle. À un moment où la référence c'était quand même la République jacobine, on peut rappeler que lui-même a participé à la Seconde République, hein, il a été élu, il a participé au débat parlementaire, donc il a eu une position un petit peu particulière et parfois attentiste par rapport au mouvement populaire, au mouvement politique. Et puis je pense vraiment que le principe fédératif en France est tombé à plat, qu'il n'y avait pas grand monde pour le suivre à une époque où la référence républicaine et la référence révolutionnaire s'incarnaient dans les sans-culottes et dans une gauche, on va dire une gauche sociale, robespierriste. Bon. Par contre, c'est vrai que le principe fédératif de Proudhon, on en trouve des références dans la construction européenne. Alors, pas la construction européenne à la Schuman-Monet, quoique c'est vrai que à la fin des années 40, début des années 50, chez les fédéralistes européens et chez les mouvements fédéralistes, hein, pas seulement en France, c'est vrai qu'éventuellement Proudhon peut apparaître ça et là. Je pense plutôt aux années 30, chez des gens qui idéologiquement sont à 100 lieues de Proudhon. On peut penser au comte Coudeneuve-Kalergi, avec le mouvement Pan-Europa qui est une des propositions de construction européenne dans les années 30, hein, parallèlement à des initiatives comme celle d'Aristide Briand ou autres. C'est vrai que c'est pas du tout des gens. Coudeneuve-Kalergi était un libéral, c'était absolument pas quelqu'un qui avait des idées socialistes. Par contre, il a pu reprendre cet aspect fédératif de Proudhon, mais à une échelle continentale. Parce que ce qui intéressait aussi Proudhon dans l'idée fédéraliste, c'était d'arriver à défendre les petites nations contre les grandes. Or, ça a quand même toujours été un des enjeux de la construction européenne, quoi qu'on en pense, hein.
ça a été en gros la place des petites nations européennes, des petits pays européens, je pense aux Pays-Bas, au Luxembourg, petits en poids démographique, petits en influence politique, face aux monstres, entre guillemets, qu'étaient la France ou l'Allemagne. Donc c'est vrai que Proudhon, de ce point de vue-là, trouvait aussi un écho. Alors, tu évoquais les années 30. Si on parle de Proudhon, les non-conformistes des années 30, que ce soit le mouvement Ordre Nouveau avec Arnaud Dandieu et Robert Arroux, Mounier ou la Jeune Droite autour de Molnier, récupèrent aussi beaucoup Proudhon. Et Proudhon est un auteur qu'il lise et relise. Il est présent dans le manifeste, pour une perspective, le manifeste d'Emmanuel Mounier, il est présent parmi les non-conformistes des années 30, pour la postérité de Proudhon. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une postérité à éclipse. En fait, tout dépend qui s'est intéressé à lui, quelles idées étaient mises en avant. Il est clair que même, j'en parlais au tout début, même sur le mouvement mutualiste, je pense qu'une majorité des mutualistes aujourd'hui ignorent tout à fait ce qu'ils doivent à Proudhon en termes d'idées. Passons donc... oui. Finalement, c'est la tragédie de l'histoire des idées, puisqu'on retient finalement qu'une seule idée finalement de chaque personnage historique. Marx, on va retenir qu'une seule facette. Proudhon, on retient l'anarchie. Voilà, Valois, ça va être le fasciste en puissance. Il faut toujours aller au livre, penser vraiment aux époques. Il faut toujours prendre le parcours dans son ensemble pour se rendre compte que finalement c'est peut-être cohérent. Oui, un réductionnisme ambiant. Voilà, c'est vraiment c'est du réductionnisme. Ouais. Magnifique transition, Pierre. Donc, puisqu'on va passer donc sur le fond doctrinal. Alors, ce fond doctrinal qui n'est pas cohérent, qui n'est pas un bloc, qui n'est absolument pas monolithique, on va le voir. On peut quand même l'aborder par ce qualificatif qui a été attribué au cercle Proudhon par un historien israélien. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure parce que je l'ai entendu. Il a été interviewé sur France Pipo au moment des élections européennes. Hein, et ça m'a assez déçu parce qu'il a ressorti toute la logorée habituelle sur le FN comme nouveau fascisme. Alors en prenant quand même des pincettes parce que c'est pas la moitié d'un abruti. Donc il se rend bien compte qu'il peut pas dire FN égale fascisme comme un antifa de base dans les rues parisiennes. Bon. Mais néanmoins, il y a toujours cette tentation. Voilà. Et hélas, alors c'est aujourd'hui un vieux monsieur, mais son œuvre est intéressante, d'accord. Donc c'est Zev Sternel qui en tout cas un des premiers a dit c'est finalement le cercle Proudhon, c'est l'incarnation d'un pré-fascisme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qualificatif? Alors là, on va avoir énormément de choses à dire. Juste pour rebondir effectivement sur les européennes, pour la petite anecdote encore, quand je suis allé à Meta TV il y a 2 semaines, on le verra quand l'émission sera diffusée, c'était quelques jours après les européennes, effectivement, et alors ça c'est pareil, je raconte un petit peu une petite histoire, mais dans le train, j'ai découvert que Le Monde faisait une de ses premières pages sur Zev Sternel, et je me demandais, mais alors c'est bizarre, parce que moi je me disais, je vais aller parler du cercle Proudhon de Zev Sternel, tiens, je vois sa tronche, et je me dis, mais pourquoi ils le ressortent? Et en fait, oui, c'était l'évidence, c'était au lendemain des européennes, et le message, il y avait effectivement la même, j'ai lu l'interview, il y avait une interview, il y a une confrontation avec un autre historien, et le message finalement inconscient qu'on impose aux masses, le logo, le slogan entre guillemets, parce que finalement il n'y a que ça qui compte, c'est le gros titre, et ce qui s'imprime dans l'inconscient des gens, parce que là c'est du Orwell un petit peu, mais bon, c'était fascisme français, la menace, quoi, voilà. Et même si lui, dans les détails, il parlait pas forcément de ces questions du Front National ou des Européennes, quel est le message global qu'on perçoit à ce moment-là? C'était ça, et c'est pour ça qu'il le ressort. Ouais, un petit peu, oui, on rejoint un petit peu les questions de, comment il s'appelle, Lucien Cerise, ce genre de choses. Et voilà, c'était intéressant. Et donc Zev Sternel, ils le ressortent des fois, quand ils en ont besoin, ils le ressortent. Effectivement, Zev Sternel, d'ailleurs, deuxième digression, tout à l'heure, je vais finir par raconter ma vie en permanence. Avant de venir à l'émission, je suis passé avec des camarades à la librairie Facta d'Emmanuel Ratier, et j'ai fait mon petit shopping, et je me suis permis de me procurer un ouvrage de notre ami Zev Sternel, donc c'est pour ça que je l'ai ramené pour le montrer, qui s'appelle « Aux origines d'Israël, entre nationalisme et socialisme ». Et c'est très marrant, parce que finalement, tout l'interdit que nous met la vision sternelienne de l'histoire politique de la France, même
par extension donc, de la France, parce qu'on part du cercle Proudhon dans sa vision, c'est finalement de mettre ce tabou suprême sur la réunion entre les questions nationalistes et les questions socialistes. Et je me suis rendu compte que finalement, il se le permettait, il le légitimait, lui, pour l'État d'Israël, qui, lui, finalement, l'État d'Israël incarne une certaine réunion entre le nationalisme et le socialisme, une bonne union, la vraie union, celle qui marche. L'illustration la plus frappante, c'est les kibbutz. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a autre chose chez Sternel, c'est qu'il s'emploie aussi à diaboliser, à stigmatiser toute volonté de faire une critique des Lumières. Donc, à partir du moment où on essaye de réunir le sentiment, par exemple, à la revendication de justice sociale avec une critique des origines aussi du libéralisme et de l'idéologie capitaliste par excellence, qui est l'idéologie libérale, et même l'idéologie des droits de l'homme allant plus loin, on disqualifie cela en disant, voilà, fasciste, nazi, etc. Il y a autre chose sur Sternel, c'est qu'il est très malhonnête, où il note, par exemple, que Peggy emploie le terme race. Peggy n'a jamais, quand il parle de race française, il ne parle pas d'une race biologique, il parle d'une race au sens de la filiation, de l'héritage, de la... Ce qui était le sens du mot race. Ce qui était le sens du mot race. Donc c'est quelqu'un qui est... À mon avis, Sternel est un idéologue, c'était pas du tout un historien. Voilà. Non, mais d'ailleurs, tu as tout à fait raison, Olivier, d'ailleurs, dans cette interview dont je parlais il y a 2 minutes. Donc, il était prudent sur l'affiliation FN-fasciste. Par contre, lui, évidemment, il s'appuyait sur le fait de dire le FN est un mouvement qui, parmi d'autres, s'oppose aux Lumières, et donc, C'est-à-dire qu'en effet, pour lui, de toute façon, ça reste la référence incontournable, d'un point de vue culturel, politique, et donc tout ce qui à un moment semble sortir de cette grille de lecture-là devient évidemment dangereuse. Alors, sur donc le préfascisme, comment justifie-t-il? Quelle est son argumentation par rapport à ce qualificatif? On va devoir revenir sur le personnage Sternel. Effectivement, ça va être une bonne porte d'entrée pour cette question du préfascisme. Effectivement, quand j'étais à l'université, j'ai fait mes recherches sur le cercle Proudhon et je me suis rendu compte que le seul vraiment historien qu'on mettait en avant et qui avait une œuvre qu'on pouvait trouver entre guillemets dans les bibliothèques universitaires ou ailleurs sur ces questions-là, c'était Ziv Sternel. Et il prenait vraiment toute la place. Bon, c'est une métaphore, mais vraiment il était omniprésent sur ces questions-là. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'effectivement il avait remplacé notamment René Raymond et d'autres sur les établis français, sur les questions de la droite, que lui il appelle la droite révolutionnaire. C'est devenu le spécialiste et une certaine forme d'hégémonie, le seul spécialiste de la droite française. Alors donc faut quand même se poser les questions. Pourquoi un historien politologue, peut-être idéologue israélien, est lui le seul légitime en tant que spécialiste de la droite française d'avant-guerre, d'avant la Première Guerre mondiale. Donc on peut s'interroger là-dessus. Et effectivement, il a mis de côté les autres thèses qui étaient notamment celles de René Raymond. Pour situer pour les auditeurs, Ziv Sternel, effectivement, c'est un historien, voilà, qui a beaucoup travaillé sur la droite, ce qu'il appelle la droite révolutionnaire, la droite conservatrice, la droite antilibérale. Et d'ailleurs c'est marrant, c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, parce que finalement toute son œuvre, et l'œuvre de beaucoup d'autres personnes, c'est vraiment pour mettre un verrou et resserrer au maximum sur toutes ces questions de libéralisme et d'antilibéralisme. Vraiment, pour finalement n'avoir plus qu'une seule porte d'entrée sur ces questions-là, et de vraiment réduire encore du réductionnisme ces questions. Donc il faut vraiment se poser les questions, pourquoi ces questions-là prennent toute la place, pourquoi ces gens-là, entre guillemets, prennent toute la place. Il faut chercher. Et donc, pour revenir au préfascisme, moi j'ai d'abord lu le cercle Proudhon. Quand j'ai travaillé sur le mémoire, j'étais directement aux écrits, j'ai lu de ce qu'avait écrit de Benoît là-dessus, je me suis fait ma propre idée. Et en fait, après, en cherchant, je me suis rendu compte, qui en parle? Ziv Sternel. Alors j'ai lu ce qu'on a écrit Ziv Sternel, et ça ne collait pas du tout avec la vision que j'en avais. Donc là, je parle vraiment, j'avais pas d'a priori ni positif ni négatif sur ces questions-là, quoi. Et donc,
je me suis rendu compte que c'était la théorie officielle, entre guillemets, c'est pas la théorie officielle du 11 septembre, c'est la théorie officielle sur le cercle Proudhon, c'est de dire que le cercle Proudhon est un cercle pré-fasciste. C'est-à-dire que pour Ziv Sternel... C'est même une matrice. Une matrice, c'est-à-dire, non, en fait, pour Ziv Sternel, la France même est la matrice du fascisme. Donc c'est vraiment son ouvrage. Il parle alors effectivement, c'est un intellectuel... Il a fait le boulot, il y a des archives, c'est un gros travail. Il part c'est très très sourcé. Il part de Barès, il parle de plein de monde. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que la France serait ontologiquement, consubstantiellement attirée vers une forme de fascisme, une forme de totalitarisme. Et l'expérience du cercle Proudhon, qui je dis bien est une expérience qui n'a pas été effective, au sens de l'Italie mussolinienne, pour vraiment dissocier les deux. L'expérience du cercle Proudhon, effectivement, est pour lui la matrice du fascisme. Le fascisme qu'il ne définit finalement jamais et dont on ne saisit pas l'ensemble, si ce n'est que c'est une forme de totalitarisme. Alors il faut vraiment, ça c'est à creuser pour d'autres débats, il faut s'interroger pourquoi la vision sternelienne du fascisme, parce qu'on peut réfléchir sur le fascisme, sur ce que c'est le fascisme, pourquoi la vision sternelienne du fascisme a pris le pas aussi sur toutes les autres. C'est-à-dire que pour eux, finalement, le fascisme est réduit à ces hypothétiques dimensions raciales. Et notamment sur la question de l'antisémitisme. Et on n'est même plus, quand on fouille, on n'est même plus sur la réunion entre nationalisme et socialisme, on est sur simplement, ils étaient antisémites, ils étaient racistes, c'est du fascisme. C'est très grossier, mais malheureusement, c'est très simple, mais malheureusement, le travail est très fourni, mais on en arrive à ces conclusions. Et puis c'est aussi le fait de ne retenir, c'est vrai que Mussolini était un lecteur de Sorel, mais de ne retenir du fascisme que l'influence sorelienne, qui est d'ailleurs complexe et tout à fait contestable. Et il faut, enfin moi à mon avis, c'est ce que Sternel ne dit jamais, c'est que parfois les racines modernes du fascisme, les racines du fascisme, dans une certaine idéologie jacobine républicaine, dans une conception de l'État de type individualiste. Là, c'est de Benoît qui a des analyses intéressantes là-dessus, c'est-à-dire un État qui surplombe la société, qui est complètement détaché des patries charnelles, justement. Alors on va pas faire je crois qu'il y a déjà une émission qui avait été faite sur le fascisme sur Méridien Zéro, mais Sternel, et il y a des points aveugles dans son œuvre, il ne parle jamais de ça parce qu'il veut avoir son équation parfaite, en effet, à des fins idéologiques, pour diaboliser, stigmatiser toute forme d'antilibéralisme non conformiste, en quelque sorte. C'est vrai que oui, on a déjà fait une émission avec les camarades de Zentropa sur la notion sur l'idée de fascisme, sur la notion que on pouvait mettre derrière. Après, cette émission n'avait pas du tout la prétention d'être exhaustive et de répondre à la question une bonne fois pour toutes. On pourrait faire encore sans doute 1, 2, 3 émissions sur cette question, et la vision changerait au fur et à mesure, selon la personne, là où les personnes invitées. Donc mais entre autres, c'est vrai que oui, les auditeurs peuvent, ceux qui n'ont pas écouté l'émission, peuvent se reporter à celle-là. C'est un angle de vue parmi d'autres. Ce que je voulais dire, excuse-moi de t'interrompre, ce que je voulais dire, c'est que Zelm Sternel, par exemple, ne cite jamais ces articles de collaborationnistes, je pense notamment à Marcel Déat qui venait de la gauche, et qui, dans les colonnes de ses revues, de ses journaux collabos, faisait l'éloge de Voltaire, de Rousseau et de Robespierre, d'ailleurs, comme quasiment des pré-nationaux socialistes. Et ça, Sternel ne le dit pas, puisque évidemment, Voltaire, c'est l'idole, le fétiche de notre République par excellence. Mais je pense que la réception... aussi pour les auditeurs que Sternel a fait des petits à travers un personnage bien connu, Bernard-Henri Botul, avec son trop fameux L'idéologie française, qui est en fait un plagiat grotesque du travail de Sternel, et en plus qui est encore plus mauvais sur un plan conceptuel, encore plus mauvais, plus malhonnête. Enfin là c'est vraiment une attaque en règle en fait de la France globalement. Donc c'est le travail de Sternel avec tous les défauts du travail de Sternel sans les qualités. Oui, d'ailleurs, j'ai cité, dans la postface, j'ai cité un passage de l'idéologie française sur le cercle Proudhon, parce que j'ai découvert ça après. Bernard-Henri Lévy parle du cercle Proudhon, et il va même plus loin que Ziv Sternel, parce que pour lui, c'est pas du pré-fascisme, c'est pratiquement du pré-nazisme. Donc finalement, il continue le boulot de manière de plus en plus... Mais de toute façon, plus on avance dans l'époque, plus c'est grossier, moins c'est fouillé, et finalement, le message est de plus en plus lourd, quoi.
Ça explique aussi sans doute la réception de Ziv Chernel. C'est vrai que c'est le premier à avoir dit à un moment que finalement l'origine du nazisme, du fascisme, c'était pas l'Allemagne, justement ontologiquement, puisque tu utilisais le terme tout à l'heure, Pierre, à un moment, par nature, par essence, qui serait en gros la matrice du fascisme. Non, c'était la France. Et c'est vrai que la France, habituellement considérée comme la patrie des droits de l'homme, la terre des Lumières, etc., c'est vrai que son livre a porté juste, et c'est sans doute, entre autres, ce qui a assuré sa promotion et sa réputation. Ça a été un des premiers à dire, non, il ne faut pas chercher du côté de l'Allemagne, il faut regarder du côté de la France. Donc forcément, oui, chez nous, ça a eu un impact à une époque, en effet, où ça a été repris ensuite par d'autres porte-flingues. Oui, mais c'est le reflet, finalement, moi, je pense que c'est le reflet d'une certaine vision du monde, d'une certaine élite. Ils ont vraiment cette vision du monde le peuple est attiré, voilà. C'est impossible. Alors on rejoint peut-être certaines thèses de Hannah Arendt sur le totalitarisme. C'est pareil. Il faut travailler là-dessus. Mais voilà, le peuple, il y a vraiment la différence peuple-élite, serait attiré, voilà, de manière irrémédiable vers la fascination, le totalitarisme, le fascisme. C'est désastreux d'une certaine manière. Mais c'est la vision qu'ils ont. Je pense que c'est la vision qu'ils ont. La vision du monde, la vision de la France. Les nuances de leur raffinement aussi. Ça explique beaucoup de choses. Du terroir, il le dit souvent. Enfin, il avait fait un article dans Globe, qui était la revue de Pierre Berger, où il disait tout ce qui est terroir, avec Bignou, etc. Il y avait vraiment un mépris. Et il y avait surtout, c'est étonnamment, une animalisation du peuple, de type presque raciste parfois, au fond. C'est aussi la France moisie de Solers. Voilà. Pour autant, c'est pas une image que nous pouvons, que nous serions tentés de réfuter. Quand bien même ça serait un pré-fascisme, nous n'y voyons pas de caractère péjoratif. Donc on peut creuser, on peut partir là-dessus, sur cette idée. En gros, quels sont les éléments? J'allais poser la question qui fâche. Oui. Je vais me faire l'avocat du diable. Le fameux texte de Valois, que tu abordes brièvement dans l'ouvrage, qui s'appelle, je crois, La bourgeoisie capitaliste, où justement le Valois fait un distinguo entre trois branches de la bourgeoisie juive, la bourgeoisie cléricale et la bourgeoisie judaïsante. Est-ce que tout simplement c'est pas à travers ce texte et à travers ces écrits que de toute façon le procès a été fait immédiatement, quoi? Dans les écrits de Sternel, il cite effectivement, je crois me souvenir, il cite ces écrits, mais moi j'ai une vision, on va dire, un peu conspirationniste de ce genre de choses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une expérience authentiquement subversive, je pense de toute manière, il trouve le moyen de coller ce qui va pas. Après, il faut se poser les questions. Quand on est authentiquement subversif, peut-être qu'on arrive à certaines considérations. C'est une manière de réfléchir. En tout cas, pour finir pour rebondir sur le fascisme. Effectivement, je la dirai après, j'avais pas d'a priori négatif ou positif pareil sur la question du fascisme, parce que déjà je savais pas exactement comment le définir, et moi ça me dérange pas du tout, ça me dérangerait pas du tout de manière un peu rigolote qu'on dise que le cercle Proudhon c'est pré-fasciste. Je pourrais dire oui c'est du pré-fascisme, mais alors le fascisme c'est très bien, je pourrais dire ça, mais je pense sincèrement que le cercle Proudhon n'est pas du fascisme. Je pense qu'il faut dissocier qu'est-ce que c'est le fascisme et qu'est-ce que c'est que l'expérience du cercle Proudhon. Et d'ailleurs, il y a des textes, il suffit de lire Maurras, il suffit de connaître Maurras, il suffit de lire aussi les textes qu'ont produit Berthe et d'autres sur le fascisme, déjà parce qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Même Valois, Valois, qui a créé le Faisceau en 1925, qui était le seul parti authentiquement revendiqué de l'Italie mussolinienne. Ça a duré une seule année. Il en a fait son autocritique assez violemment. Il a dit je me suis planté, je me suis trompé. J'ai cru que le fascisme à la mussolinienne entre guillemets, pour moi c'est pas vraiment indissociable, mais était la solution dans sa vision du monde, qui était une vision du monde un petit peu d'autonomie des syndicats et d'État fort, qui est un petit peu la vision du cercle Proudhon. Et finalement, il a dit non, le fascisme, c'est un étatisme. Et c'est la critique de Maurras. Maurras a fait cette critique de Mussolini. Il a dit non, c'est pas du tout la vision des corporations indépendantes. Finalement, c'est la vision de Maurras, c'est la vision du cercle Proudhon, c'est la vision de Valois, et c'était ce qu'ont essayé de faire peut-être Berthe et Sorel dans une certaine optique. Il y a ils envisagent les corporations libres et indépendantes
par rapport à l'État qui, lui, serait un État, lui aussi, d'une certaine manière, libre et indépendant par rapport aux pressions, ce qu'on appelle les lobbies, que pourraient faire les corporations, mais qui serait un État fort et qui entre guillemets prendrait sur lui les charges guerrières, diplomatiques, ce genre de prérogatives. Et ça, la vision étatiste, qui est une sorte de hiérarchie comme ça de dissolution un petit peu, c'est-à-dire que le parti, l'État et le parti qui est le peuple, en fait, finalement ça forme à tout. C'est vraiment antagoniste. C'est pas du tout la même vision. C'est pas la même vision des choses. Même si on peut dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est un autre débat. Et puis chez Mussolini, il y a quand même cette volonté de fusion entre l'État et la société que évidemment les gens du cercle Proudhon auraient dénoncé, et cette volonté qu'il n'y ait plus rien entre l'individu et l'État. Donc on est tous dans une sorte d'état de société caserne, alors que des penseurs comme Sorel, comme Berthe, et on retrouve aussi ça chez Maurras, qui était quand même un défenseur d'un certain localisme, attaché aux libertés provinciales, etc. Donc on est très loin en effet de la vision fasciste, qui est une vision jacobine encore. Oui, voilà, parce que le fascisme c'est tout pour l'État, tout par l'État. Exactement. Et effectivement, c'est une critique, ça m'a fait rigoler de découvrir ça. La critique que Maurras faisait du fascisme, il disait que c'était jacobin. Voilà. Et de la même manière pour le national-socialisme allemand. Alors bon, ça c'était allemand, donc Maurras déjà il ne pouvait pas accepter, parce que pour lui l'expérience nazie c'est barbare, mais barbare parce que c'est allemand en fait, parce que pour Maurras l'Allemagne, le germanisme, ça incarne la barbarie qui l'oppose à la civilisation. Donc ça c'est d'autres questions. Mais il avait aussi ses critiques. Pour lui la forme politique du nazisme était jacobine en fait. C'est rigolo quoi. Est-ce qu'une définition possible du cercle Proudhon, c'est pas tout simplement une tentative, une ébauche, un embryon d'une troisième voie à la française ? Moi c'est exactement ce que j'ai pas fait plus que ça en vérité. J'ai eu l'ambition, et c'est la seule c'est ma particularité, ça a été d'essayer de classer le cercle Proudhon dans la révolution conservatrice, qui est quelque chose d'aussi embryonnaire, quelque chose à définir. Et oui, c'est on peut se poser ces questions-là, mais le cercle Proudhon, déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est une expérience. Après, on peut tirer des conjectures, on peut faire plein de choses, mais ça n'a pas été appliqué. C'est un groupe de réflexion. Voilà, ils se sont demandé, on va essayer de réunir toutes ces questions et de voir ce que ça donne. Mais ça n'a jamais été appliqué. Ouais. Cette révolution conservatrice, en quelque sorte, cette troisième voie, elle s'appuyait donc sur quelle grande thématique ? Donc on a cette différence entre l'État et donc les corporations, donc en gros une société civile autonome en quelque sorte. Quoi d'autre ? Donc une opposition aux élites. Ouais, alors la société civile autonome, ça vient vraiment de la vision, ça vient beaucoup quand même de la vision de Sorel et de Berthe, qui eux, dans l'idéologie du syndicalisme révolutionnaire, prônent ce qu'ils appellent une société de producteurs. Et producteur, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qui s'oppose aux intellectuels. C'est-à-dire, le producteur, c'est vraiment l'antithèse de l'intellectuel, de l'intellectualisme. C'est vraiment deux visions du monde. Et pour eux, il faut que la société, il faut que les hommes créent cette société de producteurs. Et finalement, dans le cercle Proudhon, ils vont jusqu'à se dire, peut-on faire une société de producteurs dans une conception monarchiste de l'État ? Est-ce que c'est incompatible ou pas ? Et ils réfléchissent sur ces questions. Et il faut juste lire les textes. Moi, je trouve que c'est super intéressant, ces questions-là. Je ne sais plus quelle était la question. Oui, donc autre thème, une opposition aux élites. Donc qui dépasse quand même l'aspect intellectuel, qui s'attaque évidemment aussi à la bourgeoisie. Quelles sont les critiques portées à la bourgeoisie spécifiquement ? Effectivement, le cercle Proudhon, si je ne l'ai pas déjà spécifié, c'est anti-bourgeois, c'est anti-libéral, c'est anti-démocratique et c'est anti-bourgeois. Et pourquoi ? Parce que les trois sont liés finalement. La bourgeoisie, la démocratie, le libéralisme, c'est le même système. Donc le cercle Proudhon, ils ont bien compris ça. Ce sont peut-être même ceux qui l'ont le plus compris. Et oui, ils font cette critique de la bourgeoisie, de la modernité, et finalement de toutes les strates qui composent un petit peu ce système. Donc les intellectuels, les valeurs bourgeoises, certaines philosophies, le rationalisme, je sais plus, il y a d'autres... Ils critiquent tout ce système. Et ils le rejettent, pour moi, de la manière la plus sérieuse possible, la plus authentique. Maurice ? Oui, j'avais une question à poser, peut-être que là c'est Olivier qui peut plutôt nous répondre, mais
quelle est l'influence de ce qu'il était convenu d'appeler chez les Maurassiens les 4 États confédérés et l'attaque des 4 États confédérés? Citer les 4 États confédérés. Voilà. Pour Maurras, c'est les protestants, les juifs, les francs-maçons, voilà. Et les métèques. Et les métèques, Voilà, exactement. c'était les Voilà. étrangers. J'ai oublié les métèques aussi. Voilà, mais, bon. Mais sur les 4 États confédérés, ce qui est intéressant, il ne faut pas s'arrêter à ces 3 termes dont on peut retrouver parfois aujourd'hui, mais les 4 termes, excusez-moi, je suis fatigué, mais c'est surtout une attaque contre les lobbies et contre au fond, les 4 États confédérés, aujourd'hui, on pourrait... Des féodalités. Des féodalités, voilà, mais les 4 États fédérés, on pourrait aujourd'hui rajouter le lobby agroalimentaire, le lobby européiste, les banques, évidemment. Voilà. Il faut pas. Excuse-moi. Les 4 États confédérés sont les qui détruisent la France de l'intérieur. Exactement. Voilà. Les forces dissolvantes. C'est les forces dissolvantes, exactement. Les forces des ténèbres. Voilà. Justement, est-ce que pour toi, cette thèse-là a vraiment eu une influence aussi réelle au sein du cercle Proudhon, ou elle était finalement pas mise à l'écart, mais moins importante que d'autres? On va pas se cacher que ça ressemble quand même à une certaine vision du cercle Proudhon, mais je crois pas dans les écrits, ils ne reviennent pas sur vraiment spécifiquement les 4 États confédérés, la formule de Maurras. Mais oui, il y a quand même ces critiques-là, il faut pas se leurrer. Et pour préciser aussi sur ces États confédérés, chez Maurras, il n'y a pas d'essentialisme, c'est-à-dire qu'on ne définit pas ces 4... Il y avait d'ailleurs des protestants à l'Action française, il y avait même des juifs à l'Action française, parce qu'il appelait les juifs bien nés, Maurras. Il n'y a pas eu de formation à l'Action française, mais c'était un autre milieu. Mais voilà, il n'y a pas d'essentialisme et de biologisation ni du peuple juif, ni évidemment des protestants. Oui, d'ailleurs, c'est un peu la critique ou pas d'ailleurs qu'on a fait, qui est faite au cercle Proudhon, notamment quand on vient leur accoler l'épithète infamant d'antisémite, donc évidemment pour clore tout débat, c'est ce qu'on disait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'antisémitisme à la limite est un antisémitisme d'État ou un antisémitisme politique, mais il n'est pas biologique. Voilà, il n'est pas basé sur des connotations biologiques ou raciales au sens qu'on lui donne aujourd'hui. Effectivement, moi j'ai fait un chapitre là-dessus, parce que déjà j'étais à la fac, donc il fallait que je fasse gaffe. Et puis en allant au texte, ils abordent cette question effectivement, mais il n'y a jamais de critique du judaïsme en tant que religion, c'est vrai. Il n'y a pas de critique. Il y a une critique de ce qu'ils appellent de la bourgeoisie et de ses composantes juives. Oui, ils ne s'interdisent pas du tout ces questions-là. Et finalement, en 1912, ça passait peut-être mieux, oui, possible. Ils pouvaient se poser ces questions-là. Ouais. Est-ce que, alors il y a peu de cahiers, quand même, ça a été donc une publication assez limitée. Est-ce que ces cahiers quand même transcrivent ou permettent d'avoir une petite idée des désaccords internes du cercle et des débats qu'il pouvait y avoir et sur quelles questions, s'il y en a eu? Donc il y a 6 cahiers, pour préciser, ça a duré, donc je disais, de 1911 à 1914, la plupart sont de 1912. Des désaccords internes dans les textes, il n'y a pas vraiment il faut être un peu un spécialiste, je pense, pour les discerner. Mais non, parce que moi je dirais que là quand même la dynamique, c'est quand même cette idée d'union, cette idée de réconciliation, cette idée on dépasse les clivages et on va vers l'essentiel et on essaye de créer un truc, de se réunir. Donc non, je dirais que justement c'est l'inverse, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le allemand, bon, du coup, il y avait des points de vue différents pouvaient s'exprimer les uns à côté des autres. Par contre, il n'y avait pas de synthèse adoptée au nom du cercle Proudhon. C'est toute la question de la classification, de qu'est-ce que c'est que le cercle Proudhon. C'est difficile. C'est des convergences. Ouais, ils ont réfléchi, c'est un groupe de réflexion, là, donc ils réfléchissent à toutes ces questions et après nous on en tire ce qu'on en peut. Il y a une tentative de synthèse. Il y a une tentative de synthèse et après on la juge. Voilà, on la juge. Les cahiers, vous les avez trouvés où, Pierre? Ils sont où? Ils sont à la BDIC ou aux Archives nationales? Moi je les ai trouvés, je vais pas le dire parce que la réédition du contre-culture. Je les ai trouvés à l'époque quand De Benoît les a réédités. Chez Avatar, je crois. Oui, chez Avatar. En fait, en 2007. J'ai découvert le cercle Proudhon, je connaissais Éléments, j'ai découvert le cercle Proudhon, et voilà, je me suis procuré l'ouvrage, et c'était parti.
Pour les bibliophiles ou les gens qui s'intéressent aux bibliographies, il y avait une première édition du Cercle Proudhon préfacée par Pierre Andreu dans les années 70, qui avait été éditée par un groupe de royalistes. Voilà. D'accord. C'est pour la petite Vous histoire. pouvez la retrouver chez PGM sort de ce corps. Mais il faut les deux seules éditions importantes, c'est celle de Contre-Culture avec notre ami c'est la Karl mieux, Bragg c'est la mieux, c'est la et mieux. celle d'Alain de Benoît aussi quand même. J'avais une question aussi, un élément qui m'avait interpellé dans ton ouvrage. Je crois que c'est dans la préface, dans ton long prologue. Tu parles, je crois, je sais plus si c'est Berthe ou Valois, qui compare donc Maurras, je crois, à Apollon et Sorel à Dionysos. Ouais. Et ça, alors je sais pas si, je suppose que c'était le cas, mais je crois qu'il y a dans la philosophie nietzschéenne aussi la référence à l'état dionysiaque et l'état apollinien qui crée une dynamique, et au moment de cet équilibre, c'est là que jaillit la création artistique. Est-ce que tout simplement, c'est pas une référence à ça aussi qu'ils ont voulu faire ? Si, c'est une référence à ça, mais ça c'est Berthe. C'est Berthe dans Les méfaits des intellectuels qui part dans cette interprétation-là. Ouais, mais ça, c'est compliqué. Je suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais ouais, ça c'est la vision de Berthe. Ouais, c'est la vision de Berthe. Mais la notion d'équilibre est essentielle. Il faut dire que Maurras était très anti-bergsonien, contrairement à Sorel évidemment. Il y a chez Maurras quelque chose de très romain. Il a été formé vraiment par Tacite, Cicéron, etc. Et chez Sorel, il y a quelque chose de plus français. Je suis désolé de le dire, plus français du Nord en quelque sorte. Et Maurras est très français évidemment, mais c'est le Maurras de la Rome qui a vraiment les yeux tournés vers la Rome antique. Et Sorel est plus large. Moi, tu m'as volé les mots de la bouche, Olivier. J'allais dire que à minima, de toute façon, tous ces gens-là étaient bercés de culture classique. Classique, ouais. Parce qu'il faut rappeler quand même que en gros, aux années 60, ça constitue le fondement de l'enseignement en France, que ce soit enseignement privé ou public. Les humanités sont la base d'un bon enseignement secondaire. Et donc, en effet, de fait, là, c'était pas étonnant de retrouver ces références. Alors, on peut noter aussi que Sorel avait plus de références qui peut paraître paradoxales, mais Maurras était agnostique, Sorel l'était aussi, mais avait une passion pour le christianisme, pour les premiers chrétiens, et donné comme modèle aux syndicalistes révolutionnaires l'exemple des premiers chrétiens, et de leur ascèse, de leur fermeté, et l'exemple des jansénistes. Il en parle d'ailleurs dans les illusions, non pas dans les illusions du progrès, dans les réflexions sur la violence. Alors que Maurras, c'est vrai, a davantage de références, surtout à l'époque, de références païennes que de références chrétiennes. Maurras avait écrit un Pascal puni, alors que Sorel, donc un texte contre Pascal, alors que Sorel, la référence, c'est le jansénisme, les premiers chrétiens. Donc c'est intéressant à noter aussi. Il y a un aspect subversif dans ces mouvements qui à l'époque s'inscrivent dans le christianisme, mais qui sont subversifs par rapport à l'état monarchique et autres. Tu définis aussi un moment Proudhon, qui est la figure tutélaire, comme on le disait évidemment, du cercle, comme un catholique de campagne. La formule m'a amusé et je la trouve assez juste. Tu peux... Ouais, c'est parce que eux, ils attestent à travers certains écrits de Proudhon, surtout le Proudhon de la dernière période, que Proudhon, malgré son anticléricalisme soi-disant avéré, est finalement imprégné de cette culture des campagnes de la France, parce que c'est quelqu'un qui vient du monde paysan, vers la Franche-Comté, et finalement ils attestent que cette culture chrétienne, d'une certaine manière, fait partie de la culture de la France, et Proudhon, en tant qu'incarnation de cette France, oui, il est marqué par ces questions-là, c'est peut-être même quelque chose qui le dépasse un peu, et le cercle Proudhon met ça en avant, mais le cercle, c'est intéressant parce que les gens du syndicalisme révolutionnaire sont censés être des anti-spirituels, des matérialistes intégraux, et c'est intéressant de brouiller toutes ces cartes et de découvrir qu'ils s'autorisaient aussi ces questions-là, quoi. Une forme de spiritualité, une forme de culture, qu'ils ne réfutent pas et dont ils sont plutôt fiers, en fait. D'accord. Bon, on va faire une deuxième pause musicale avant de voir la postérité du cercle. Voici la Saint-Jean, la grande journée où tous les amants vont à la
la lune est levée. Le mien n'y est pas, j'en suis assuré. Il est dans les champs là-bas à l'arrêt. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Il est dans les champs là-bas à l'arrêt. La figure au vent, chevelure dépeignée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. La figure au vent, chevelure dépeignée. Le mien est à Paris, cherchez ma livrée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Le mien est à Paris, cherchez ma livrée. Que t'apportera-t-il, mignonne tant aimée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Que t'apportera-t-il, mignonne tant aimée. Il doit m'apporter une ceinture dorée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Il doit m'apporter une ceinture dorée, une alliance en or et sa foi jurée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Bien, dernière partie de notre émission consacrée au Cercle Proudhon. Alors on a vu l'historique, on a vu rapidement, mais évidemment les auditeurs se reporteront au livre, hein, c'est tout ce que nous pouvons souhaiter. Nous allons voir la postérité maintenant. Juste avant de voir la postérité, je voulais le dire tout à l'heure, et puis c'est passé, il y a quand même un ouvrage à lire qui ne soit pas de Zeev Sternel, et qui d'une façon ou d'une autre, sans porter sur le Cercle Proudhon, offre quand même un éclairage intéressant. C'est La gauche réactionnaire de Marc Crapez. Les ouvrages, de façon générale, de Marc Crapez sont bien faits. C'est un vrai travail d'historien. Et La gauche réactionnaire est particulièrement intéressante. Alors, ça ne porte pas sur le Cercle Proudhon en tant que tel. Par contre, ça met un éclairage sur cette tendance généralement masquée ou reniée par la gauche française depuis, en gros, le début du XXe siècle, la fin du XIXe, qui, tout est dans le titre, hein, la gauche réactionnaire, c'est-à-dire une gauche qui, à un moment, certes, va s'appuyer sur des revendications sociales, c'est évident, mais qui, sur toute une série de valeurs, se rapproche de ce qu'il est convenu d'appeler la droite, depuis à peu près 200 ans. Voilà. Alors il y a un autre livre qu'on pourrait, en dehors de la merveilleuse préface, le merveilleux essai de Pierre de Brague, un autre livre où des questions du Cercle Proudhon, assez longuement, c'est le livre de François Huguenin qui vient d'être édité dans la petite collection de poche de Perrin Tempus, qui s'appelle L'Action française, une histoire intellectuelle, qui est un livre vraiment excellent, par un historien d'ailleurs, c'est plutôt un homme qui se retrouve dans une sorte de conservatisme libéral, mais voilà, c'est un bon réactionnaire, mais qui, sur le Cercle Proudhon, l'histoire de l'Action française, enfin son histoire de l'Action française, elle mérite d'être honnête, critique, mais empathique. C'est-à-dire que c'est pas le livre d'un idéologue qui va diaboliser l'histoire complexe de l'Action française. Et il y a un chapitre sur le Cercle Proudhon où il évoque d'ailleurs aussi l'expérience de l'indépendance, de la cité française, les liens avec Sorel et l'intérêt que ces gens d'Action française ont eu aussi pour la question sociale. En tout cas, l'ouvrage que tu citais, La gauche réactionnaire, c'est le parfait pendant de la droite révolutionnaire de Zeev Sternel. Et déjà, rien que dans les termes, on comprend l'articulation. Et enfin, moi, dans ma tête, on va carrément tout de suite au parallèle avec l'actualité, ER, droite des valeurs, gauche du train. Enfin, voilà. Oui. On se comprend, quoi. Alors, sur la postérité donc, du Cercle Proudhon, d'abord, que deviennent les membres du Cercle Proudhon? Alors, la Première Guerre mondiale éclate.
Donc on a évoqué un petit peu la postérité, enfin ce que Georges Valois a pu faire après la Première Guerre mondiale, donc cette tentative de créer un fascisme à la française, mais qui était quand même très, très largement inspiré de Mussolini. Que deviennent les autres? Que deviennent tous ces personnages-là? Est-ce qu'ils sont marqués? Est-ce qu'ils gardent une trace du cercle Proudhon? Alors c'est très intéressant comme question. Là, alors il faut effectivement dire, le cercle Proudhon, ça s'arrête 1914, Première Guerre mondiale. Le ménage va être vite fait de toute manière. Ils vont pas tous passer les années. C'est intéressant, c'est très intéressant ce qui va se passer après. Pour les protagonistes majeurs, Berthe, donc Valois, on a évoqué sa trajectoire, et Berthe va avoir une autre trajectoire. Et moi, je me sers souvent de cette dualité un petit peu entre ces deux protagonistes, c'est-à-dire que à travers leur parcours, qui finalement ils se rejoignent, ils se reséparent, et finalement au bout du compte ils se rejoignent un petit peu, et c'est très intéressant, c'est presque émouvant. Je cite souvent une lettre que Valois écrit à Berthe un petit peu en fin de parcours, où ils font un peu le bilan, et c'est profond, et ça c'est pareil, ça évoque beaucoup de choses, puisque Valois atteste qu'il s'est un petit peu fourvoyé avec le fascisme, et il concède à Berthe que Berthe avait vu juste sur le fascisme, mais il lui dit, moi, vous êtes fourvoyé avec le Parti communiste, parce qu'évidemment, Première Guerre mondiale et Révolution de 17, et ça chamboule tous les codes, et ça, donc l'EF va pas s'en remettre, entre guillemets, c'est vraiment ça brouille les cartes, ça redistribue les cartes. Berthe va un temps effectivement se tourner un petit peu plus vers Lénine, très intéressé par Lénine, et dans cette fameuse lettre, Valois, pour schématiser, lui dit moi je me suis fourvoyé avec le fascisme, et vous, Berthe, vous vous êtes fourvoyé finalement avec le communisme. Et l'un l'autre, on avait vu que l'autre allait se fourvoyer sans voir que soi-même on allait tomber là-dedans. Et il dit au bout du compte, finalement, on s'est encore fait avoir. Et c'est la plutocratie, ce qu'ils appellent la plutocratie. C'est la plutocratie qui gagne. Et cette lettre de Valois date des années 30, je crois. Et il pressent la Seconde Guerre mondiale. Et il dit, on retombe dans cette dynamique et on arrive vers une catastrophe. Alors eux, ils parlaient carrément d'un conflit, pratiquement ça durait un siècle, mais ont-ils tort? Oui, finalement, on peut se poser ces questions-là, puisque ce que je disais souvent dans les petites vidéos que j'ai fait, c'est que le cercle Proudhon, ils ont détricoté un système, et finalement nous sommes dans la continuité, dans le même processus. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de lire le cercle Proudhon. Ils ont tiré les mêmes conclusions, ils ont tiré sur les bonnes ficelles, et on comprend très très bien le monde actuel en relisant ce que eux en ont interprété il y a 100 ans, et finalement c'est très très actuel, ça pourrait être la même chose. Moi je pense que ça peut parler aux gens de 2014. Je confirme, il y a des passages qui sont d'une actualité, c'est étourdissant quoi, vraiment. On a l'impression que ça aurait pu être écrit, mais aujourd'hui, il y a 2 heures. Rien ne change. Ils pressentent la mondialisation aussi, ils pressentent toutes ces questions-là, ils savent tout ce qui va se passer, donc c'est vraiment très intéressant. Sur le rapport de Berthe au communisme, il faut quand même noter que son compagnonnage va être très bref, puisqu'il va très vite se désillusionner, à partir de même un peu après la mort de Lénine, très rapidement, Berthe ne va pas devenir stalinien. Il va d'ailleurs fréquenter davantage une certaine gauche, notamment autour d'une revue qui s'appelle La Critique sociale, qui sont, on peut dire, des héritiers du syndicalisme révolutionnaire, et qui vont s'opposer, tout en restant évidemment anticapitalistes, aussi au stalinisme et à l'expérience fasciste. Oui, mais de la même manière que Valois, ça a été bref. Finalement, il a été attiré, entre guillemets, par Mussolini, Berthe par Lénine, et puis finalement ils se retrouvent, ils se disent finalement à l'époque du cercle Proudhon, on tenait peut-être un truc, quoi. On avait peut-être quelque chose, et ils retombent un peu sur ces questions-là. Et puis après, la vie, Deuxième Guerre mondiale, Valois va mourir dans les camps de concentration quand même. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Oui, Valois choisit clairement son camp, alors qu'il est quand même, c'est déjà un monsieur relativement âgé. C'est pas un vieux monsieur, mais bon, il a quand même déjà un certain âge. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en effet, il choisit son camp, et il va jusqu'au bout. Oui, il meurt en antifasciste d'une certaine manière, et lui, dont on fait le fasciste français, il mourra déporté en combattant, quoi.
Il n'est pas juste une petite incise par rapport à ce que disait Olivier par rapport à Lénine. C'est vrai que je pense que là aussi, il y a toujours cette nécessité pour les uns et les autres de recontextualiser les choses en évitant les prises de position et les jugements à l'emporte-pièce, comme savent si bien le faire certains de nos adversaires. C'est vrai que je pense pas qu'il soit complètement en effet incroyable qu'à l'époque des gens aient pu en effet se laisser fasciner par le léninisme, par cette, à la fois comme méthode de prise de pouvoir et les idées derrière, et c'est cet aspect promotéen de reconstruire une société. Bien sûr, et d'ailleurs, Berthe, dans ses textes sur Lénine, qu'il écrit dans les années 20, notamment dans la revue Clarté, qui était la revue la plus dynamique au sein du nouveau mouvement communiste, qui était notamment menée par Barbus, la vision qu'il a de Lénine est une vision héroïque. C'est pas du tout le Lénine marxiste, bureaucratique et un peu dogmatique que Berthe va aimer dans Lénine. C'est d'ailleurs largement un Lénine bertzien, il réinvente un Lénine machiavélien, héroïque, donc il est aussi dans la filiation de Sorel. Oui, mais même Maurras ou d'autres se sont un petit peu enthousiasmés pour le fascisme aussi au début. Ils se sont dit et ben voilà, ça y est, c'est ce qu'on attendait, et ils vont vite déchanter parce que ça ne correspond pas à leur vision. Effectivement, c'est beaucoup trop étatique pour eux, quoi. Oui, puis on est sur une époque où les moyens de communication sont quand même un petit peu plus rudimentaires, où ça circule un petit peu moins vite. Il y a une déformation qui est logique d'un pays à un autre vu les distances, même si c'est pas des distances infinies. Et sur le fascisme, c'est intéressant parce que les membres, notamment les figures comme Maurras ou Berthe, s'enthousiasment et Valois pour le fascisme, parce que pour eux, le fascisme a réussi à mettre à bas la démocratie libérale. Et ils sont très impressionnés, ils disent, ils l'ont fait, ça a été rapide, ça a été puissant, ils ont détruit le système. Et c'est en ça qu'ils reconnaissent ça au fascisme. Il y a un enthousiasme. Et après, il se passe ce qui se passe, quoi. Puisqu'on parle un peu des postérités, j'en profite puisqu'on est sur Méridien Zéro et on est lié à des camarades italiens, il y a une influence sorelienne très forte en Italie, et on pourrait dire que parmi les héritiers où il y a des points de convergence entre le cercle Proudhon et l'expérience de D'Annunzio à Fiume. Il faut savoir que la charte du Carnaro, la charte de cette petite expérience qui a duré, je crois, moins d'un an, moins d'un an, avait été écrite par un sorelien qui était, je crois, Armando si je me rappelle plus le nom, donc je vais pas me tromper. Je ne vais pas citer un nom que j'invente là tout de suite, mais c'est une charte très intéressante où on voit une volonté à la fois de réconcilier le socialisme et évidemment une certaine revendication nationale italienne, en même temps très décentralisateur, très s'appuyant aussi sur des corporations libres et indépendantes, sur les syndicats, et aussi, et je pense qu'il faudra consacrer un jour à Méridien Zéro quelque chose à Fiume. Il y a un livre de Camilla Salaris qui s'appelle À la fête de la révolution libertaire et artiste avec D'Annunzio à Fiume, où elle rappelle toute cette merveilleuse bouillonnement d'idées, où avait part des préfascistes un peu hétérodoxes, puisque Mussolini a eu un rapport ambigu à D'Annunzio, des syndicalistes révolutionnaires et une partie de l'avant-garde. D'accord. C'est vrai que Sorel est peut-être plus connu en Italie qu'en France d'une certaine manière. Ouais. Et bon, après il y a toute cette ambiguïté où Mussolini s'est revendiqué de Sorel. Des syndicalistes révolutionnaires ont suivi Mussolini, d'autres ont combattu Mussolini. Donc c'est difficile de faire une filiation comme par exemple le fait Ziv Sternel, vraiment un schéma super simple. Et pour la petite histoire, Lénine, lui, considérait que Sorel était un esprit brouillon, je crois. Et pour la petite histoire d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a eu des délégations soviétiques et italiennes qui ont déposé un an, je crois, après la mort de Sorel, qui ont été déposées des fleurs sur la tombe de Georges Sorel. Donc il faut imaginer, c'est des délégations bolcheviques et fascistes se croisant sur la tombe de leur... Je dirais qu'il y a pratiquement une figure aujourd'hui qui fait penser un peu à ça, et il se trouve justement qu'elle a écrit dans l'Union internationale, comme quoi je retombe sur mes pieds sans le vouloir. Je pense à Limonov. Bon, le Limonov d'il y a 15-20 ans, entendons-nous bien. Pas celui d'aujourd'hui. Lui, avec quand même un stalinisme assez affirmé, mais c'est Limonov. Il revendiquait lui-même deux figures, qui étaient Lénine et Mussolini, comme figure, on va dire, tutélaire du mouvement national bolchevique. Il l'a assez régulièrement avoué, d'ailleurs. Hein. Et dans certains de ses écrits, alors pas dans La Sentinelle assassinée, si je me souviens bien, mais dans d'autres ouvrages, où il fait référence à Sorel, Proudhon, qui sont effectivement aussi pour lui des références importantes. Parmi d'autres, hein, évidemment. En l'occurrence, cher Maurice, je pense qu'on peut dire que si Lénine parlait de Sorel comme d'un esprit brouillon, on peut parler aussi de Limonov comme un esprit brouillon, et il y a une part aussi d'esthétisme chez lui, évidemment. Ne serait-ce que le choix du drapeau du Parti national bolchevique. Bon, voilà. Évidemment.
Est-ce que le cercle Proudhon est référencé, je sais pas moi, donc dans les années 30, sous Vichy ou après la guerre? Non, pas que tu saches. Pas que je sache. Franchement, pour moi, la vision que j'en ai, mais là je prétends pas tout savoir sur cette question-là, mais pour moi, le cercle Proudhon après la Première Guerre mondiale, c'est vraiment tombé en désuétude, c'est tombé dans l'oubli, quoi. Et ça a été remis en avant par Ziv Sternel, quoi. Alors, la seule personne qu'on parle dans les années 30, mais je l'ai déjà cité, c'est Bernanos, régulièrement, pas simplement d'ailleurs dans Drieux, non? Drieux, vous voyez, exact. Je crois que Drieux-La Rochelle en parle, évidemment. Ouais. Et je crois que notre socialisme européen, oui, voilà. Et évidemment Bernanos, qui en parle à plusieurs reprises. Ça a été très marquant pour lui, cet exemple du cercle Proudhon. De toute façon, le Gilles de Drieux, par exemple, je dirais qu'il est imprégné quasiment du logiciel du cercle Proudhon. Évidemment, c'est pas écrit tel quel, mais le Gilles, ça transparaît. Enfin, je veux dire, les idées qui étaient véhiculées par le cercle Proudhon, on les retrouve un peu dans Gilles. C'est en filigrane, évidemment, mais on les ressent bien. Mais moi, ma thèse là-dessus, ma théorie un petit peu ambitieuse aussi, c'est que finalement, ces idées du cercle Proudhon, pas forcément... Elles sont infusées. Non, mais finalement, pas forcément diffusées et signifiées, mais elles ont... Pour moi, elles incarnent ce que Proudhon incarne pour le cercle Proudhon, c'est la France d'une certaine manière, un certain esprit français, voilà. Et finalement, c'est normal que ça se retrouve un petit peu au fil des époques, dans certains personnages, dans certaines expériences. Parce que le cercle Proudhon, ce que je disais au début, pour moi, c'est l'équilibre entre la tradition et la révolution. Proudhon incarne ça en lui-même, mais finalement, on peut peut-être tenter un petit truc, c'est peut-être que l'esprit français, c'est cet équilibre entre ces deux forces a priori contradictoires. Et ce qu'on peut appeler peut-être le génie français, ou une identité française, peut-être, c'est un truc à définir, c'est à creuser. Mais finalement, s'il y a quelque chose de larvé dans les Français, dans la France, dans l'esprit français, c'est plus ça que le soi-disant fascisme de la manière dont on l'entend Ziv Sternel, quoi. Ça, c'est intéressant. C'est très juste, c'est aussi d'attaquer le libéralisme radicalement sous son aspect économique, politique et culturel. Et on retrouve par exemple un certain esprit du cercle Proudhon, je ne sais pas si Michéa, mais c'est Jean-Claude Michéa qui essaye aussi dans ses livres de réhabiliter cette tradition socialiste amoderne, j'allais dire anti-moderne, mais je pense qu'il faut mieux employer ce terme amoderne, de critique de la modernité et d'attaquer évidemment le libéralisme comme un tout, comme une vision du monde globale et une volonté de réduire l'homme à une sorte d'atome consumériste. Un homme hors sol. Un homme hors sol. Déraciné. Au début de l'émission, tu disais que donc en postface, tu ouvres sur la période actuelle. En gros, pour toi, aujourd'hui, le cercle Proudhon, c'est qui ? Écoute, c'est ER pour moi. Je suis un militant ER, je suis auteur contre-culture. Mais de toute façon, Soral s'est déjà revendiqué, donc vraiment dans les termes du cercle Proudhon. Il n'a pas écrit des milliards de textes là-dessus, mais il a déjà cité. Après, ça aurait pu faire partie, comme je te disais, d'un esprit français qui ressurgit dans telle ou telle organisation, ici, un petit peu là, dans tel auteur. Mais Soral a déjà cité le cercle Proudhon, mais ER, c'est pas un cercle Proudhon bis, pas du tout. On n'essaye pas de faire une monarchie syndicaliste, hein, c'est pas le but, mais dans l'union, voilà, dans cette tentative d'union sacrée, c'est la conjonction entre des forces a priori antagonistes. Ouais, on retrouve quand même des dynamiques, pour moi, qui font un fort écho à ce qu'était le cercle Proudhon. Ouais. D'accord. C'est un exemple. Pour moi, le cercle Proudhon, c'est un peu les prédécesseurs de R. Ce qu'il faut dire pour faire un petit peu pour cirer un peu les ponts d'égalité et réconciliation, c'est... Vas-y, profite-en. C'est pas ultra fréquent non plus, donc il n'y a pas de souci. Le ER, maintenant, on est à 7 ans d'existence. Et Cercle Proudhon, finalement, ça a duré 2 ans, 3 ans. Ils ont touché 600 personnes. Et si nous, entre guillemets, ER, on est peut-être, d'une certaine manière, les successeurs, on essaye peut-être d'être les successeurs du Cercle Proudhon, il faut bien se mettre dans la tête que, d'une certaine manière, on a pris beaucoup plus d'ampleur qu'eux. Et les problématiques se posent aussi. Les problématiques se posent d'une autre manière, mais finalement les mêmes questions qu'eux en vérité. J'ai pas été très clair, mais bon,
ER pour moi, voilà. D'accord. Et la dynamique sociale, entre guillemets, du front, depuis, en gros, l'impulsion donnée par Marine Le Pen, depuis 2-3 ans, on va dire, ça te paraît s'inscrire dans ce sens-là, ou pour toi, ça n'a rien à voir? Oui, la dynamique sociale du Front National, voilà, toutes les questions de mondialisation, et toutes ces questions économico-sociales de l'euro, oui, pour moi ça me paraît. Après on peut chipoter, on peut parler de tous les détails, d'ailleurs je suis pas un spécialiste du Front National, mais ça me paraît pas... Alors, ce qui est étonnant, d'ailleurs, pour la question sociale, oui, ça me paraît pas totalement antagoniste. Pour répondre un peu à ta question sur le Front National, Marine Le Pen, d'ailleurs, qui est citée dans l'article du Monde, enfin, dans un article du Monde où il y a l'entretien avec Zef Sternel, cite Michéa dans un de ses livres programmatiques, je crois, Mes propositions pour la France, enfin, c'est paru chez Grancher, elle cite Michéa, et plus étonnant, et à mon avis, la nouvelle vision plus sociale du Front National, c'est plutôt des héritiers du Parti communiste français de Georges Marchais, davantage que du Cercle Proudhon. Parce qu'il y a quand même une dynamique très jacobine, Marine Le Pen ne s'en cache pas, et elle se réclame maintenant dans son livre de Georges Marchais. Voilà, c'est amusant. Donc, à mon avis, d'ailleurs, elle est beaucoup plus l'héritière de Georges Marchais que de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Ouais. En ce sens, évidemment, c'est pas du cercle Proudhon strict, même pas du tout. Mais dans le sens où, finalement, on prend à bras-le-corps les mêmes questions et qui sont peut-être les mêmes ennemis, entre guillemets. Avec des gens qui viennent, ce qu'on appelle rapidement de la gauche et qu'on appelle tout aussi rapidement de la droite. Voilà. Une espèce de synergie. Il y a une bonne traduction, d'ailleurs, j'ai entendu de Zemmour, il disait, voilà, le Front National aujourd'hui est buissonno-chevènementiste. Je pense que c'est la meilleure définition du Front National aujourd'hui. Oui, et du coup, on retombe un petit peu là-dessus. Mis à part quand même la question du jacobinisme, c'est vrai que c'est quand même une question importante, parce que le cercle s'inscrivait entièrement contre cette idéologie. Donc c'est vrai que ça reste, voilà, ça constitue quand même une ligne de fracture importante, avec des groupes qui, en apparence, en effet, réconcilient ces deux hémisphères et ces deux façons d'être hémiplégique politiquement, comme le disait un vieil auteur réactionnaire espagnol. Mais on ne peut pas s'arrêter seulement à ça, parce que c'est vrai que quand on creuse un petit peu, on retombe sur ces thématiques-là, comme le jacobinisme, qui constituent des lignes de fracture. Très bien. Une dernière question, messieurs ? Oui, on pourrait parler, je l'ai un tout petit peu évoqué, l'héritage, en tout cas, on retrouve une même volonté de dépassement des clivages et une même volonté de critiquer, comme je le disais, radicalement le libéralisme sous tous ses aspects. Ce sont les non-conformistes des années 30 qui vont s'appuyer, d'ailleurs, leur plus grande référence à l'époque, c'est évidemment Proudhon, un peu Sorel et beaucoup Péguy. Mais il y a une sensibilité commune, il suffit de... Mounier a peut-être mal terminé sa vie, puisqu'il a terminé progressiste chrétien stalinoïde, mais le Mounier du manifeste, le manifeste pour le personnalisme est un Mounier qui pourrait tout à fait se retrouver dans l'esprit du cercle Proudhon. En tout cas, il y a des liens évidents. Hein. Progressiste chrétien stalinoïde. Oui, alors voilà. Non, mais il avait, c'était un compagnon de route et on sentait qu'il était fasciné par la lueur à l'est. Et, enfin, le Mounier, j'engage les auditeurs à lire le premier Mounier, celui des années 30. Ouais, je désespère pas qu'on fasse une émission dont on avait parlé ensemble sur cette question, histoire qu'on nous reproche une fois de plus d'avoir de regarder un petit peu sur des mouvements qui sont morts, mais par exemple, autre auteur, j'y pense maintenant, Thierry Molnier dans Au-delà du nationalisme cite le cercle Proudhon comme un exemple. Et d'ailleurs, c'est un livre sorello-maurassien, Au-delà du nationalisme de Molnier. Si j'aimerais juste qu'on dise un mot aussi, tu l'évoques dans l'ouvrage, justement parler de la révolution conservatrice allemande tout à l'heure, c'est la place donc que le travail représente pour des gens comme Proudhon, Sorel, Berthe, tous les gens du cercle Proudhon, et qu'on peut mettre en parallèle avec l'ouvrage de Junger, Le Travailleur. Oui, j'en parle un petit peu, mais... Faut pas, pour les gens qui connaissent pas, faut pas penser que le travailleur de Junger, c'est stricto sensu du cercle Proudhon, hein. C'est pas du tout ça. Mais ce qui est intéressant dans la révolution conservatrice, qui est un mouvement à définir, c'est que si on doit en tirer quelques grandes lignes, c'est une remise en question des idéaux modernes qui sont nés de la matrice de 1789, entre guillemets, pour schématiser, et en même temps une tentative d'organisation sociale un petit peu révolutionnaire, et aussi des idées
tout en s'appuyant sur des idées un peu spirituelles qu'on puise peut-être la culture antique, peut-être la religion. Et ça peut prendre différentes formes. De la même manière que une synthèse entre le nationalisme et le socialisme, ça peut donner l'État d'Israël, comme ça peut donner l'Allemagne hitlérienne, comme ça peut donner peut-être le fascisme, comme ça peut donner plein de choses, comme ça peut donner une certaine vision du syndicalisme révolutionnaire. Ça dépend de quelle forme on parle de nationalisme, quelle forme on parle de socialisme, et qu'est-ce que ça donne, avec qui, dans quel contexte. Et pour la révolution conservatrice, c'est pareil, on peut avoir des grandes lignes, mais c'est pas pour ça que la révolution conservatrice, c'est que du monarchisme et du syndicalisme, ou que la vision qu'on a Junger, ou que autre chose, en fait. Il faut travailler là-dessus. Alors, peut-être un point peut-être critique, même si Edward Bert c'est un auteur qu'il faut lire, relire et étudier, mais il y a peut-être un point aveugle, c'est sur la question du productivisme et de l'industrialisme. Contrairement à d'autres socialistes, notamment on parlait de William Morris, il y a chez les soréliens en général une certaine apologie de la productivité, du productivisme, etc. Alors qu'aujourd'hui, me semble-t-il, mais vous l'avez abordé, j'ai vu aussi ces questions-là à ER, sur l'égalité et la conciliation, il y a, je pense, une réflexion à mener sur la technique, sur la société industrielle, sur la notion de croissance. Donc soyons anti-progressistes, il l'était, mais soyons anti-progressistes jusqu'au bout, en attaquant aussi une certaine société industrielle. Je rappellerai qu'il y avait un point important aussi chez les gens du Cercle Proudhon, c'est l'Église vue comme fonction civilisatrice. C'est-à-dire qu'effectivement, Proudhon, comme tu le disais tout à l'heure, était anticlérical, mais il était également attaché au catholicisme, puisque de toute façon, en tant que Français, pour lui, c'était une part importante de l'être français. Donc il voyait les gens du Cercle Proudhon voient en l'Église une fonction civilisatrice, et en même temps ce sont des gens attachés à l'ordre, alors pas l'ordre des matraques, mais l'ordre au sens de l'harmonie et de l'équilibre. L'organisation, voilà. D'accord. Et effectivement, je rebondis sur ce que disait Olivier, soyons anti-progressistes jusqu'au bout, c'est-à-dire référons-nous à Heidegger, à Ellul, et tous les gens qui ont parlé de l'arraisonnement du monde par la technique. Voilà. Très bien. Bon, messieurs, nous ne pouvons pas prétendre en avoir fait le tour de la question, mais évidemment, nous ne pouvons que renvoyer les auditeurs à se procurer le livre, à le lire. Donc, Contre-Culture, c'est un site, oui, avec évidemment une possibilité de commander en ligne. Sûr, ouais. On peut redonner les références. Donc, les cahiers du Cercle Proudhon, avec une préface et une postface de Pierre de Brague, donc autour de ton mémoire et du travail que tu avais fait à l'époque. Et pour le prix modique de 18 €. Alors c'est quand même un livre qui fait presque 500 pages, non 470 pages exactement, peu importe, et 18 € dans la grande édition, les grandes maisons d'édition, ce sera un livre à 35 €, donc allez-y. C'est cadeau, c'est donné. Et en prime, vous avez même achetez. Et en prime, vous avez même une des citations de BHL dont on parlait tout à l'heure, du désespérément fameux à l'idéologie française, ça vaut son pesant de cacahuètes, vous verrez. Qu'on va rééditer chez Contre-Culture, je pense. Pour finir, juste parce que je sais que ça lui fera plaisir qu'on ait pensé à lui, enfin qu'on ait pensé à eux d'ailleurs. Si ER donc peut dire, peut à un moment dire on se place dans la perspective du Cercle Proudhon. Bon, je sais que d'autres camarades peuvent avoir la même inclination. Je pense en particulier aux camarades du Nord du Cercle non conforme. Donc on ne peut renvoyer que les auditeurs là aussi à aller sur Internet, à butiner en fait tous ces groupes et ces cercles, dont certains dépendent du MAS, d'autres pas, qui peuvent être proches d'éléments ou pas. Je vois Olivier qui me fait signe, pour aller justement voir. Et généralement on s'inscrit, on va tous à peu près dans le même sens. On peut avoir des nuances entre nous. N'oublions pas nos camarades de la revue Rébellion, qui sont aussi des héritiers du Cercle Proudhon, et une excellente revue dont le dernier numéro d'ailleurs est paru, avec un entretien avec Farida Belgoul et des articles toujours très profonds et très travaillés. C'est une revue sérieuse, Rébellion. Et pas le site Antifa Rébellion. Voilà. Non. Mais donc voilà, mais c'est vrai que diffusé par Contre-Culture d'ailleurs. Donc on est quand même en synergie avec des nuances, avec parfois des désaccords entre nous, mais enfin on va à peu près dans la même direction. Donc voilà, renseignez-vous, lisez, surfez, comme on dit entre guillemets sur Internet pour tous ces sites et ces textes qui viennent enrichir et qui expliquent, si vous voulez, pourquoi on fait aussi ce type d'émission sur Méridien Zéro, parce que c'est parfois une question des auditeurs, mais pourquoi toutes ces vieilleries, c'est pas dit comme ça, mais c'est pas loin. Ces vieilleries, c'est nos histoires, c'est notre histoire, pour les uns et pour les autres. Il s'agit pas de copier, d'être béat d'admiration, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont pu être écrites par le passé, qui peuvent nous inspirer aujourd'hui. Il s'agit pas de dire que
un cercle, une expérience des années 1910 donne une clé de lecture pour tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qui peut être vu, entendu. Et bon. Mais il n'empêche, ça nous aide aussi. Hein, les idées, elles ne naissent pas de nulle part, de n'importe où. On a besoin de ce fondement et de se réapproprier ces fondements, d'autant plus que généralement, ils ont été décrits et décriés par nos adversaires. Donc une raison de plus pour que nous attachions à les revitaliser et en avoir une connaissance somme toute correcte, hein, sans que ce soit évidemment quelque chose d'exhaustif et qu'on passe notre vie dans les livres. Voilà. Merci Pierre, à une prochaine, j'espère sur un autre thème. Hein. Merci Olivier. Merci à vous. Merci Maurice. Et puis comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine et à l'abordage. Et pas de quartier. Merci Maurice.